Permet d'introduire la soirée pour démarrer à peu près à l'heure. Bienvenue chez les Titi Fleuris, Titi Service. Et pour cette soirée avec le Café Citoyen Chapelain, autour d'un débat sur les grands projets et les politiques. On est content de vous accueillir. C'est la première fois que nous organisons une soirée avec le Café Citoyen Chapelain. En fait, cette salle sert pour des conférences, des débats, ciné, une fois par mois environ. Vous avez un programme qui est à l'extérieur, que vous pourrez voir. Et donc on co-organise avec des associations, généralement, les soirées. Donc on met à disposition gracieusement la salle. Et voilà, pour faire qu'il y ait de la vie dans la cité, qu'il y ait des échanges, des débats, qu'on ne soit pas tous à regarder la télé chez soi. Et à des moments collectifs d'échange. Je pense que c'est ça la vocation, peut-être en partie, du Café Citoyen. Juste en deux mots, ce lieu s'appelle le Forum Titi. On a créé ce lieu il y a 2 ans environ, il y a eu pas mal de travaux, comme vous pouvez le voir. Et c'est la société de transport Titi Fleuris qui est propriétaire. Donc c'est une SCOP, c'est une société coopérative. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 salariés sur tout le Grand Ouest. Et on est voilà, l'AG de décembre, là, le 15 décembre, on va être 180 associés salariés dans le projet. Donc c'est une société qui appartient à ses salariés associés. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une dimension citoyenne dans le projet qui est très forte. Ça se veut des projets durables, pérennes, impliqués dans la vie de la cité. On fait du transport, de la location, de la vente de véhicules d'occasion. On a une filiale en scope aussi qui s'appelle Titi Service, qui fait des services à la personne, aide ménagère, auxiliaire de vie. Et puis on a plein d'autres projets que je vous laisserai découvrir dans le hall. Un projet de restaurant avec la d'API sur Couëron pour employer des personnes en situation de handicap. Un projet d'habitat coopératif personnes âgées. Et puis un projet d'autopartage avec la SIC Cities. Donc à fond dans l'entrepreneuriat coopératif chez les Titi. Voilà, ça fait 13 ans que ça existe. Et puis on espère continuer comme ça. Je passe la main au Café Citoyen. Merci. Donc je vais vous présenter très rapidement le Café Citoyen Chapelain. C'est la première fois que nous nous expatrions et que nous quittons les frontières de la commune. Je voudrais excuser le président Thierry Bourreau qui devait être là ce soir à ma place et qui a eu un petit problème de santé, donc il n'a pas pu être des nôtres. De même que je voudrais excuser le maire de la Chapelle, Fabrice Roussel, qui avait prévu de venir également et qui a été retenu, lui, par des obligations professionnelles. Voilà, donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le Café Citoyen Chapelain, il y a des flyers jaunes là, qui sont sur le bar, là, et vous pourrez voir un peu notre programmation. Donc, nous sommes une association loi 1901, affiliée à la FAL et à la Ligue de l'enseignement, et nous organisons à peu près une fois par mois, une douzaine de fois dans l'année à peu près, des rencontres sur des thèmes extrêmement variés. On essaie de humer un peu l'air du temps. Et vous verrez que cette année, par exemple, on a des universités populaires sur la pauvreté, sur l'immigration. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir plutôt à la Chapelle, même si ce soir on est à Ormeau. C'est pas non plus très loin pour les gens d'Antenne. J'ai dit qu'il y avait quand même pas mal de chapelains qui avaient fait le voyage pour venir ici ce soir, donc c'est parfait. Voilà, donc nous sommes organisé autour de trois pôles. Il y a un pôle, donc, le Café Citoyen Université Populaire, donc là où nous organisons des conférences. Nous faisons venir donc des conférenciers plutôt locaux, mais parfois on va un petit peu au-delà des frontières de l'agglomération nantaise. On va accueillir par exemple Louis Gallois au mois de janvier prochain sur un thème consacré à l'industrie. Nous avons une deuxième activité qui est le Café Citoyen Junior. Nous intervenons dans les collèges de la commune, le collège Borga et le collège de la Coutancière. Donc chaque année, il y a une séance de conférence adaptée à un public de collégiens. Et puis il y a le cercle des lecteurs aussi, qui est notre troisième activité, qui redémarre cette année. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit. Donc si vous voulez adhérer à l'association, vous le verrez dans le flyer, la somme est modique et ça nous permet à nous de pouvoir amortir nos frais, quoi. Uniquement, bien entendu, puisque nous sommes des bénévoles et que l'accès à nos conférences est libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Voilà, je passe maintenant la parole à Franck.
s'il y en a qui trouvent les chaises trop dures, il y a des très bons canapés devant. Et il y a un petit vin d'honneur qui est servi à la fin, donc pour prolonger les échanges. Voilà. Juste derrière dans l'atrium. Eh bien, merci pour ces présentations. Et puis merci à la fois au Forum Titi Floris de nous accueillir. Et puis merci au Café Citoyen Chapelain, avec lequel maintenant on commence à être engagé dans un partenariat intéressant depuis un an, puisqu'il y a bientôt un an, enfin il y a 11 mois, on avait commencé avec un café citoyen autour de la parution de l'histoire populaire de Nantes. Alors ce soir, c'était lorsqu'on a eu les échanges pour discuter de ce que la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire pouvait faire autour de la saison du café citoyen. On s'est dit, il y a quand même quelque chose qui est à envisager, dont il va falloir parler, puisque en plus il y a des élections municipales qui approchent pour 2020. On s'est dit, le dialogue citoyen, qui est quand même au cœur des politiques, des collectivités, que ce soit des municipalités ou la métropole nantaise, c'est quand même un sujet, parce que il est un peu mis, on en parle souvent de ce dialogue citoyen. Et donc, en discutant avec les amis du Café Citoyen, on a envisagé ce sujet. Et puis, moi, je leur ai proposé, j'ai dit, écoutez, on a des ressources au sein du comité de rédaction de la revue, avec les deux personnes qui sont là. Vous avez donc Goulven Boudik, que vous avez, enfin tous les deux, vous les avez déjà vus, mais en solo au Café Citoyen. Goulven Boudik, qui est maître de conférence à la faculté de droit de l'Université de Nantes, qui est politiste, spécialiste de sciences politiques, donc, qui va nous parler un peu de la longue traîne du dialogue citoyen. Hein. Et puis, il y a Paul Cloutour, qui lui est un vieux routier à la fois des quartiers de Nantes, qui est sociologue de formation, hein, et qui a fait le dernier quart de ta carrière professionnelle dans justement le dialogue citoyen mis en place au sein de la métropole nantaise. Et Paul s'est en particulier occupé à visser tous les boulons là, du mécano, du premier grand débat du mandat de la nouvelle équipe municipale nantaise, qui était le grand débat sur la Loire de 2015. Donc tu pourras nous parler de ça. Alors, normalement, moi j'aime bien, enfin en général, je vous vois les invités, et là, comme ce sont des invités que je vois très régulièrement au sein du comité de rédaction, et parfois aussi en dehors du comité de rédaction, je vais, si cela ne vous dérange pas, les tutoyer. Alors on va, à la différence du déroulement habituel des cafés citoyens, on ne va pas scinder en deux temps la soirée. Le temps un peu intervention des deux invités, on va faire tout cela d'une traite. Donc grosso modo, on se donne à peu près jusqu'aux environs de 10 heures, je crois, ce qui nous laisse une grosse heure et quart. On va faire, allez, 3/4 d'heure d'échange que je vais mener, je vais faire Monsieur Loyal, et puis ensuite, je vous propose que ce soit place à vos questions, et comme vous êtes des citoyens et citoyennes éclairés, je ne doute pas qu'elles seront nombreuses et intéressantes. Alors, je vais essayer moi aussi d'être un monsieur loyal un peu éclairé. Je dois vous avouer que comme ça m'intriguait moi aussi le dialogue citoyen, j'ai demandé en tant que journaliste responsable de la revue Place Publique à pouvoir participer à un atelier au long cours qui s'est déroulé à Nantes en 2017. C'était un atelier sur l'aménagement de la place de la Petite Hollande et des bords de Loire que j'ai ensuite raconté dans la revue sous forme un peu de journal de bord. Donc j'ai vu comment un peu tout cela se mitonnait, les ingrédients que l'on fait pour que le dialogue citoyen soit effectif et fonctionne avec parfois des chaos sur la route de ce dialogue, mais
fonctionne et donne des résultats. Donc je vais parfois, je dirais tiens, mais l'un ou l'autre vous dites ça, mais moi j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors je propose que l'on commence par Goulven, qui va nous éclairer un peu sur l'histoire longue du dialogue citoyen, de la démocratie participative, de la co-construction, de tous ces mots que l'on emploie, que l'on met sur le dialogue citoyen. En préparant cette soirée, je lui ai dit, mais peut-être tu pourrais commencer en parlant de Pierre Mendès France, qui avait mis en place une expérience à Louviers, dans l'Eure, c'est cela, hein, il était député de l'Eure, député maire dans l'Eure, et il m'a dit, mais on peut aussi remonter à Aristote. Alors je te laisse à l'œuvre. Je ne sais pas si le micro marche. Si. Juste quand tu reparles de Pierre Mendès France, ça fait penser qu'il a été en effet député maire de Louviers, mais il a fini sa carrière politique en étant candidat d'ailleurs à Grenoble, dont on reparlera, dans les élections législatives, je crois que c'était en 1968. Enfin bref. Pourquoi Aristote? En fait, c'est pas Aristote, c'est le cadre grec de la démocratie, parce qu'on raisonne et on continue à raisonner sur ces questions de participation, de dialogue, etc., avec des catégories et des mots qui ne sont pas exactement les nôtres, enfin, dont nous sommes les héritiers. Et il se trouve que la démocratie athénienne est implicitement ou explicitement considérée comme le fondement, le régime de référence auquel on continue par rapport auquel on continue à se situer. Ici, sous l'angle notamment de l'idée que la démocratie athénienne est une démocratie originelle, fondatrice évidemment, c'est eux qui lèguent, qui créent, qui forgent le mot, mais que c'est une démocratie d'un type un peu particulier. Et très souvent, on associe la démocratie athénienne à ce que dans notre vocabulaire moderne, on continue à appeler une démocratie, mais une démocratie un peu particulière qu'on appellera démocratie directe. Et ce terme de démocratie directe est important parce que c'est souvent quelque chose que l'on a tendance parfois à confondre avec la notion de démocratie participative, par exemple. Dans la démocratie directe athénienne, et c'est Aristote qui en a été l'un des principaux théoriciens, même s'il n'adhérait pas à tous les aspects de ce régime et qu'il en formulait même des critiques acerbes, l'un des principes que fixe Aristote, c'est que la participation des citoyens à la vie de la cité est un devoir. C'est un devoir, et c'est un devoir, enfin, si les citoyens n'accomplissent pas, ne s'accomplissent pas eux-mêmes en tant que citoyens, ils ratent quelque chose, ils ne sont pas de parfaits hommes, de parfaits grecs, de parfaits citoyens. Donc la condition même de la perfection, c'est de faire ce pour quoi l'on est fait, pour Aristote, et un citoyen parfait, c'est un citoyen qui participe. Ça veut dire que la participation dans ce cadre est conçue comme un devoir. Lorsque la notion de démocratie revient sur le devant de la scène avec les révolutions modernes, notamment la Révolution française, mais aussi la Révolution américaine, mais aussi la Révolution britannique, la notion de participation connaît, le même terme est utilisé en quelque sorte, mais dans un contexte complètement différent et avec une signification complètement différente. Nous, ce qui nous intéresse en sciences politiques, c'est souvent de constater que les mêmes mots sont employés, mais que selon les époques, les contextes, ça ne veut pas dire la même chose. Lorsqu'on commence à parler de participation dans nos régimes modernes, dans nos démocraties modernes, que l'on distingue souvent d'ailleurs de la démocratie athénienne, on verra comment tout à l'heure, il y a cette idée que la participation des citoyens, elle devient et elle reste un devoir, elle est toujours conçue sous l'angle du devoir, mais dans un moment très particulier qui est le moment de l'élection. Parce qu'on est passé justement à des démocraties qui désormais élisent leurs dirigeants. Et donc il faut, le bon citoyen, désormais, c'est finalement le citoyen qui va voter. Et il y a ce que certains collègues historiens ont appelé des formes de catéchisme républicain. Il faut aller voter comme il faut le dimanche aller à la messe. Le dimanche, il faut parfois aller voter. Et il y a une forme de ritualisation d'ailleurs du vote.
Et songez d'ailleurs au terme habituel et au contexte habituel d'utilisation aujourd'hui du terme de participation. On parle de participation électorale. Le dimanche soir, ou le dimanche même dans la journée, ce sont d'ailleurs les seuls chiffres que l'on a le droit de communiquer dans la journée. Le chiffre de la participation. Évidemment, à contrario, le chiffre de l'abstention. C'est-à-dire que la participation devient et s'inscrit dans un cadre démocratique qui est complètement redéfini autour de la notion de représentation. Et ça renvoie à l'idée que, de fait, nos régimes modernes sont des régimes représentatifs. Alors j'insiste sur un point historique qui est un peu oublié, souvent mis de côté, c'est le fait que cette pensée de la représentation qui s'impose progressivement tout au long du XVIIIe siècle, notamment dans la pensée politique, ne s'articule pas immédiatement au concept d'égalité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la notion de représentation est pensée comme le moyen d'établir une forme de distance à l'égard du peuple. La représentation, c'est ce qui permet de désigner des représentants qui seront plus sages, qui seront mieux formés, qui seront plus instruits. Et donc ça s'accompagne et ça s'inscrit au départ, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, et après les dates de rupture avec cette mentalité ou cette conception-là sont différentes selon les pays. Certains pays ne sont entrés définitivement dans le régime de l'égalité démocratique au milieu du XXe siècle. En Angleterre, jusqu'en 1945, certaines institutions pouvaient voter. Les universités, par exemple, le président d'une université en Angleterre avait 2 votes. Un vote en tant que citoyen, en tant qu'individu, et un vote en tant que président d'une institution qui avait le droit de voter. On admettait au vote des institutions. De la même façon qu'en Angleterre, jusqu'en 1945, on pouvait voter autant de fois que l'on était fiscalisé, et ce qui explique que Chamberlain, par exemple, aux élections de 1936, votera 13 fois. Il ne votera pas 13 fois, mais il a la possibilité de voter dans 13 endroits différents, donc d'avoir 13 voix. L'Angleterre qui est souvent considérée comme le régime de la démocratie qui nous a précédés, donc il faudrait tirer les leçons, etc. Donc l'achèvement de l'idée d'égalité est beaucoup plus tardif. Et tout ça, c'est le travail du XIXe siècle, que de considérer finalement que les représentants... alors c'est tout le travail du XIXe siècle, mais c'est le travail dans lequel on est encore aujourd'hui, et c'est la question centrale de la démocratie, l'une des questions centrales. En quoi les représentants doivent-ils nous représenter, ou en quoi les représentants doivent-ils nous ressembler? Il y a probablement une crise permanente de la démocratie autour de cette idée. Est-ce qu'ils doivent nous représenter en étant comme nous sur le plan, par exemple, des catégories sociales? Ça suppose d'ailleurs que la notion de catégorie sociale soit considérée comme une catégorie pertinente. Est-ce qu'il faut qu'ils nous ressemblent en tant qu'hommes et femmes? Ça suppose que la division sexuée soit considérée comme une division pertinente qui mérite d'être représentée. Est-ce que les couleurs des uns et des autres doivent être présentes dans l'assemblée qui représente, etc. Donc la représentation devient une forme de crise permanente puisqu'il faut en permanence chercher et se mettre d'accord sur les critères et les mécanismes qui feront qu'on sera au plus proche de ce qu'on souhaite voir représenter. Cette crise de la représentation, elle s'accompagne d'une montée en puissance du citoyen. Le citoyen ne veut plus et ne peut plus être cantonné finalement dans cette posture de citoyen de seconde zone, de citoyen à qui l'on donne le pouvoir une fois tous les 5 ans, etc. Et c'est l'idée d'égalité qui progresse et qui va progresser. Alors souvent on dit la représentation c'est un mécanisme dont on ne peut pas se passer à l'échelle nationale. Il y a une forme de partage des rôles en quelque sorte sur ce plan qui suggère que dans les grands pays, de grands territoires, et ça remonte déjà à des choses que Rousseau avait pu écrire dans le contrat social, dans les grands États, dans les grands pays dotés de grands territoires et de grandes populations, on ne peut pas envisager de se gouverner directement, de s'auto-gouverner sur le modèle grec, quoique ce modèle soit un modèle faux, en l'occurrence quand on en parle. Mais c'est le modèle qu'on a ainsi construit. On a fait de la démocratie directe par excellence. Et comme on ne peut pas, il faut des représentants, donc il faut des élections. En revanche, au niveau local, on est dans un niveau de la proximité. On est dans un niveau où on est moins nombreux. On est dans un niveau où peut-être les interconnaissances sont plus faciles, plus aisées, etc. Et donc là, souvent, il y a l'idée que le local, c'est le lieu de la participation, alors que le national en est typiquement exclu. Bon, c'est une catégorie que l'on peut interroger, c'est une
distinction que l'on peut aussi interroger. Par ailleurs, dans les logiques de participation, il y a aujourd'hui des États qui ont inclus dans leur mécanisme, j'allais dire quotidien, pas quotidien, mais presque, des mécanismes de participation ou des mécanismes qui sont légèrement différents des seuls mécanismes de la représentation par l'élection. En Angleterre, il y a des conférences de citoyens qui sont très fréquentes. Dans les pays du nord de l'Europe, il y a des conférences citoyennes, il y a des débats délibératifs, des débats participatifs. En Allemagne, de la même façon, sur tout un ensemble de grands projets d'État, il peut y avoir au niveau national, au niveau fédéral. Il peut y avoir des institutions représentant directement des citoyens, hors les mécanismes et les seuls mécanismes de l'élection. En France, on a beaucoup de mal, et je vous rappelle qu'en France, il n'y a eu que 2 débats nationaux dans lesquels on a effectivement pratiqué des mécanismes de participation. Alors, on pourra revenir après sur l'ensemble de ces mécanismes. C'est vrai qu'ils trouvent leur place plutôt à l'échelle locale aujourd'hui. Ce sont les conférences citoyennes. La première conférence citoyenne qui s'est déroulée en France, elle a été organisée par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques à la fin des années 90, début des années 2000, sur la question des EGM. Il s'agissait de tirer au sort un panel de citoyens qui ont été convoqués à Paris, qui se sont réunis pendant 5 ou 6 week-ends, qui se sont formés à la question de l'EGM, qui ont publié un avis qui a été rendu public et auquel les autorités publiques ont été sommées de répondre. Et le deuxième avis citoyen, vous en avez peut-être entendu parler, il est plus récent, c'est sur les questions liées à la fin de vie. Et là encore, de la même façon, on a réuni un panel de citoyens, de Français, que l'on a formés, non élus, que l'on a formés, donc on leur a proposé d'auditionner un certain nombre d'experts, de les mettre au courant, de les former sur les cadres de la loi, sur les enjeux, etc. Ils se sont réunis, ils ont rendu un avis, donc on conseille la lecture, et d'ailleurs c'est à la fois une des ambiguïtés, et en même temps c'est pas un hasard, c'est un institut de sondage qui a organisé méthodologiquement la constitution du panel, c'est l'IFOP. Et l'IFOP a publié sur son site, il reste publié aussi sur le site de l'Assemblée nationale, l'avis de ce jury citoyen, cette conférence citoyenne sur la fin de vie, et vous verrez que on a là quelque chose qui est extraordinairement important dans le déroulement même du débat. Donc la question de la participation n'est pas exclusivement réservée au niveau local, même si c'est vrai. Depuis les années 50-60, il y a deux choses qui sont montées en puissance de manière articulée. La question de la décentralisation et la question de la participation. Alors il y a ici tout un ensemble de lieux qui ont joué un rôle emblématique. Le Club Jean Moulin, l'ouvrage s'intitule L'État et le citoyen, dans lequel il y a un chapitre sur la décentralisation et la participation. Le Club Jean Moulin qui est le Club Jean Moulin, qui est une sorte de, on ne disait pas de think tank à l'époque, on disait des clubs de réflexion. On peut maintenir le terme encore pour la période actuelle. C'était un club de réflexion qui réunissait des intellectuels anti-gaullistes au départ, mais qui est devenu un peu une forme de gaullisme de gauche réformateur, et qui a construit et proposé tout un ensemble de réformes, entendant les proposer à un candidat de gauche à l'élection présidentielle de 1965, c'était cette fameuse campagne menée sous l'appellation de Monsieur X. d'accord. Bon, ce candidat a finalement été François Mitterrand, qui a repris dans son programme de 65 tout un ensemble de propositions du Club Jean Moulin. Ça a été un des lieux de refondation de la gauche, d'une gauche très ébranlée par son rôle dans l'échec de la 4ème République, dans le déclenchement de la guerre d'Algérie, et ébranlée par le gaullisme du début de la 5ème République. Donc ça a été un lieu où on a expérimenté des idées. Alors ces expérimentations, elles n'ont pas été simplement des expérimentations intellectuelles, elles se sont aussi développées sur le terrain. Et là encore, plutôt à des niveaux locaux. Et l'une des institutions qui a joué probablement l'un des rôles les plus importants ici, en France en tout cas, dans les années, fin des années 60, début des années 70, c'est ce qu'on a appelé les groupes d'action municipaux. Donc les GAM. Et alors là, c'est très rigolo d'ailleurs, parce que dans quelques bibliothèques, je dis souvent ça, mais dans quelques bibliothèques, on a conservé le classement chronologique, c'est-à-dire le choix de classer les livres en fonction de leur date d'achat et souvent de publication. Vous pouvez comme ça identifier des couches presque comme sous la forme de sédimentation, sauf que c'est bon, c'est vertical, mais il y a des rayonnages entiers d'une armoire qui peuvent être consacrés à Grenoble. Parce que Grenoble, ça devient la Mecque de la participation, de la démocratie participative, parce que c'est l'une des villes où les gammes se sont le plus développées, ce qui d'ailleurs... On est là dans les années... Toute fin des années 60, début des années 70, et on est d'ailleurs dans une ville qui... c'est pas inintéressant d'ailleurs de noter ça. Alors,
c'est probablement la force de ce qui se joue à Grenoble qui a attiré l'attention, mais l'attention des chercheurs est aussi ce qui a construit la force de Grenoble. Hein. C'est le serpent qui s'en queue un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Grenoble n'est pas n'importe quelle ville en France. C'est une ville assez caractéristique finalement de l'émergence de ce qu'on appellerait aujourd'hui éventuellement le phénomène métropolitain, c'est-à-dire une sociologie, c'est quand même une sociologie très particulière, Grenoble. Hein. C'est beaucoup de chercheurs, beaucoup de cadres, des directions et des sièges sociaux d'entreprise, de grandes entreprises liées notamment à des activités modernes, informatiques, le PACAM, etc. Donc c'est une sociologie particulière de catégories sociales plutôt élevées, plutôt supérieures, plutôt éduquées, et qui revendique finalement de s'investir dans la cité sans nécessairement passer par le filtre électoral. Et alors ces gammes vont essayer malgré tout, hein, il y en aura à Rennes, il y a une autre ville, c'est autour de Caen, il y a eu aussi quelques expériences. Dans beaucoup de villes françaises, ces groupes vont exister. Ils vont très rapidement, malgré tout, s'inscrire dans un mouvement plus général qui est le mouvement de refondation du Parti socialiste et de la gauche municipale en général, qui va aboutir aux conquêtes de 1977. Et c'est vrai qu'en 1977, l'un des grands mots d'ordre, c'est finalement de redonner du pouvoir aux citoyens à travers la conquête des municipalités. Il faut se rappeler que, j'ai parlé des gammes, mais dans les années 70, il y a en France d'autres conflits ou d'autres mobilisations, d'autres formes d'action collective qui sont importantes et que des sociologues, et notamment je pense aux sociologues urbains, souvent inspirés de ce qu'on appelle le marxisme, dans la sociologie urbaine marxiste, il y a une grande référence à ce qu'on appelle les luttes urbaines. Et donc là, il y a d'autres villes qui sont emblématiques. Là, c'est plus Grenoble. C'est une ville qui offre un profil sociologique complètement différent. C'est Roubaix. Et autour de la rénovation du quartier de l'Alma Mater, en fait, il y a tout un ensemble de mobilisations qui se jouent et qui mettent en jeu, en fait, cette question du droit à la ville. Nous aussi, les pauvres, on a le droit d'habiter en ville, même si parfois c'est dans de l'habitat dégradé que, au nom de règles de salubrité, de protection, etc., vous nous virez, vous nous envoyez plus loin, vous organisez des déportations, etc. C'est un vocabulaire qu'on utilise dans les langages militants de l'époque. Et donc bon, et je parle de Roubaix, mais sur le cas nantais et à Nantes, par exemple, tout au long des années 70, il y a un certain nombre de projets municipaux qui sont très typiques aussi de d'une mentalité de l'élu ou d'un type de rapport que l'élu entretient avec la notion même de décision et puis avec une vision peut-être plus large encore de ce qu'est l'avenir souhaitable. André Maurice, qui est le maire à partir de 1965, André Maurice lance tout un ensemble de projets d'aménagement urbain au début des années 70, dont un fameux projet de pénétrante. Parce que c'est cette époque de la voiture triomphante, où on va faire des voies sous berge partout, où on va faire rentrer la voiture dans le centre-ville, où l'enjeu c'est la fluidification de la circulation. Il se trouve qu'il y a des habitants qui résistent, et ces habitants qui résistent, notamment dans les quartiers au nord de Nantes, s'organisent dans toute une série d'associations, s'investissent, et en revendiquant pour elles-mêmes des formes d'expertise, c'est-à-dire disent, nous, c'est pas seulement notre jardin, la tranquillité, le bruit qu'on veut préserver, c'est que pour ça, il faut qu'on rentre dans la boîte noire de l'action publique, c'est-à-dire pour ça, il faut qu'on apprenne ce que c'est que le code de l'urbanisme, ce que sont les règles, ce que sont nos droits, comment on peut agir, comment éventuellement on peut aller jusqu'à saisir un tribunal administratif. Et puis des formes de règles de civilité aussi, comment on interpelle un élu, comment on s'adresse à un élu, etc. Et donc tout ça, ça participe d'un mouvement qui va un peu s'épuiser malgré tout dans les années 80, pour aller vite. Parce que dans les années 80, la gauche est au pouvoir dans les municipalités, elle est au pouvoir nationalement, elle fait la décentralisation, et elle pense qu'une fois qu'elle aura fait la décentralisation en transférant les compétences, la démocratie locale, c'est gagné, c'est fini, c'est victorieux. En oubliant qu'on a juste peut-être changé les titulaires du pouvoir, l'État a moins de pouvoir, les élus locaux en ont un peu plus, mais les citoyens restent quand même assez absents de tout ça. Et en fait, ce n'est que vers le début des années 90 qu'on revoit, à travers toute une série de contestations aussi, éventuellement de mobilisation, mais aussi à travers
conscience de la crise de la représentation, un malaise que les élus peuvent avoir aussi eux-mêmes par rapport à leur propre capacité à agir, qu'on revoit surgir des dispositifs participatifs alors qui vont se multiplier. Hein. Il y a toute une série de lois, ça va des conseils de quartier, le référendum citoyen local qui a été constitutionnalisé en 2003, et puis après il y a des dispositifs qui sont plus ou moins obligatoires, plus ou moins volontaires, enfin engagés avec la volonté des élus. Ça peut être des conseils municipaux de jeunes, etc. Enfin bref, il y a tout un ensemble. Et aujourd'hui, ça va jusqu'à ce qui est souvent considéré comme étant une forme d'étalon en quelque sorte de la participation, c'est le budget participatif. Donc le budget participatif, c'est l'idée que ici, les élus se dessaisissent d'une certaine manière, jouent le jeu de la participation au point d'accepter que l'argent, que les finances ne soient plus de leur seul ressort, mais puissent être Une petite part. une petite part. Après, la petite part, j'ai expliqué ça, je retrouvais les chiffres dans un article que j'avais publié il y a quelques années dans Place Publique. Berlin commence il y a 10 ans à 8,5 millions d'euros. Paris, il y a 3 ans, commence le budget participatif avec 20 millions d'euros. On est sur des sommes qui ne sont plus simplement des gadgets, y compris comparé au premier budget participatif très expérimentaux qui avait été lancé par Ségolène Royal, qui étaient en fait des budgets participatifs au niveau des lycées. C'est même pas au niveau de la région, c'était au niveau des lycées, c'était peanuts. Donc il y a quand même une montée en puissance très nette. On pourrait parler de tas d'autres dispositifs participatifs, il y en a plein d'autres. Alors, tu n'as pas encore totalement épuisé ton temps de parole, mais tu vas te la céder un peu. Paul, je voudrais te demander un peu dans tout ce parcours de la participation que vient de décrire Goulven, qu'est-ce qui a infusé ici à Nantes et dans la métropole, et quel est le parcours nantais du dialogue de la participation, sur ce que tu en as connu, toi, on va dire, dans les années 90 et 2000. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été retenu, etc. Ça va être assez synthétique, parce que moi, j'ai participé pendant 25 années à l'action locale, à la fois à la mairie de Nantes et ensuite à Nantes Métropole. Et en fait, j'ai travaillé sur les 3 échelles territoriales, que sont les quartiers, la ville et l'agglomération. Voilà. C'est important de préciser ça, parce que quand Goulven dit la proximité permet la participation citoyenne, je réponds oui, évidemment, mais encore une fois, les 3 échelles sont vraiment des échelles différentes. Et vous les connaissez comme moi. Moi, j'ai commencé par le développement social des quartiers, sur les quartiers difficiles, où on avait la participation citoyenne au cœur de l'action. Ensuite, j'ai travaillé au niveau de la ville de Nantes sur des débats qui concernaient la ville. Et puis, en 2000, on a créé la communauté urbaine. Et là, on est passé à une question beaucoup plus délicate, puisque aujourd'hui, très clairement, Nantes Métropole développe des grandes politiques publiques qui sont au cœur de la vie quotidienne des habitants. Donc, le 3e niveau sur lequel j'ai terminé ma carrière professionnelle, celui de la métropole, en fait, posait très clairement la question suivante: peut-on animer un débat métropolitain qui concerne en fait des questions de vie quotidienne des Nantais? Alors, par exemple, la question des déplacements, le plan de déplacement urbain, c'est exactement pour moi le type de question qui est piloté au niveau stratégique par la métropole, mais sur lequel les échelles de ville et de quartier doivent avoir une parole. Voilà, donc je pense qu'il faut bien avoir en tête l'articulation de ces trois niveaux. Donc, moi, j'ai terminé par le grand débat sur la Loire, avec aussi l'idée qu'on pouvait avoir des formes de participation qui étaient multiples.
Je m'explique. On a parlé conseil de quartier, budget participatif, et puis, en fait, pour dire les choses clairement, il n'y a pas une formule parfaite. Voilà. Il n'y a pas une formule parfaite. Moi, je pense qu'il faut être en capacité de fédérer différentes formes de participation. Et donc, ces formes, on a essayé de les mettre en œuvre dans le débat Loire, avec aussi l'idée d'utiliser le numérique comme le support de la transparence du débat. Je m'explique. On a eu plusieurs formes de participation, cahiers d'acteurs, auditions publiques, des contributions citoyennes. Et le site internet permettait d'avoir une lecture permanente des différentes contributions. Donc ça, pour moi, c'est peut-être ça l'enseignement le plus fort du débat sur la Loire, la capacité à animer en fait un débat sous des formes différentes, mais avoir la possibilité d'en rendre compte en temps réel à toute personne qui est intéressée par le débat. Voilà pour la première réponse sur la première question. Sur les trois échelles. Tu viens de parler de l'articulation des différentes échelles entre le quartier, la ville et puis l'échelle de la communauté de communes ou de l'agglo de la métropole. Mais très concrètement, comment se joue cette articulation entre, et a fortiori quand on gère le grand débat, un projet assez énorme, enfin qui joue sur les 24 communes de la métropole, comment le citoyen du quartier et du quartier difficile, comment est-ce qu'on peut l'appliquer ou peut-il se sentir impliqué? Je vais prendre l'exemple, les deux exemples de grands débats que j'ai pu animer, celui sur le déplacement et celui sur la Loire. À chaque fois, on avait la préoccupation d'associer les communes au débat. C'est-à-dire qu'il faut revenir au concept d'intercommunalité dans cette affaire. La métropole n'existe que parce que les 24 maires et les 24 communes décident de travailler ensemble. Bon. Donc, la question des déplacements, les orientations stratégiques proposées par la métropole, à chaque fois, on les proposait ensuite aux communes et en tant que responsable de la dialogue citoyen, je demandais en fait aux collègues des communes de s'approprier le débat et de le transmettre dans les instances participatives des communes. Donc c'était en fait un aller-retour entre le niveau métropolitain et puis les communes, par une offre participative sur laquelle les maires et les élus des communes pouvaient s'impliquer. Bon, donc ça c'était une démarche volontaire. Et ça a fonctionné dans l'ensemble des 24 communes? Plus ou moins. Mais encore une fois, l'offre elle était celle-là. Donc après, ça dépendait des maires, ça dépendait des élus. Bon, donc, qui s'en emparaient ou pas. Mais globalement, quand même, il y avait un accord. Et ensuite, on a donc prolongé l'expérience autour des déplacements doux, avec l'idée que si on veut mettre en œuvre des déplacements doux de proximité, il faut que les nouveaux quartiers des communes présentent eux-mêmes leurs propres itinéraires, leurs propres propositions. Donc là, on a mobilisé les instances participatives et on a aussi mobilisé les techniciens pour faire des propositions concrètes sur les quartiers. Voilà, c'est ça un des exemples en fait, d'articulation de trois échelles. Et sur la Loire, on a aussi demandé aux communes d'initier eux-mêmes des débats et favoriser en fait des propositions citoyennes au sein de communes. Donc on était sur l'articulation aussi métropole, ville et quartier. D'accord. Voilà, en gros. Goulven, en préparant la soirée, j'ai
j'ai lu ou relu un texte que tu avais publié dans un numéro de Place Publique qui est paru peu après les élections municipales de 2014, de mars 2014, un texte qui est paru dans le numéro de septembre-octobre 2014, dans lequel tu parlais justement de la participation avec cette interrogation, y croire ou pas, sur les enjeux sociaux de cette participation. Parce qu'il y a une question qui est récurrente et que posent les chercheurs, c'est comment est-ce qu'on implique les classes populaires dans tous ces dispositifs qui peuvent exister, comment est-ce qu'on les amène à participer, à s'engager. Alors, quel est le constat du politiste et quelles seraient les pistes de réponse? Si j'étais le détenteur du moindre début d'embryon, d'esquisse, de réponse à ta question, j'aurais déposé un brevet, j'aurais fait fortune. J'aurais fait comme certains collègues américains, puisque, en l'occurrence, il y a certaines procédures de démocratie participative qui font l'objet de copyright. Bon, voilà. Donc, quand je dis croire ou pas, c'est juste que ce que je constatais, c'était que sur la question de la participation, les chercheurs ne sont pas tous innocents. C'est-à-dire que par rapport à la notion de participation, cette notion, elle est investie, traversée, pour certains chercheurs, par des engouements, des enthousiasmes, des croyances, des espoirs, qui parfois sont des illusions. Or, il me semble que l'une de ces principales espérances, c'est l'idée que, par rapport à la crise de la représentation que j'évoquais tout à l'heure, par rapport à ce fossé qui se creuserait entre les représentants et la population dans son ensemble, et notamment dans ces partis populaires, puisque l'une des grandes critiques faites à la représentation, c'est de ne plus être capable de représenter justement les catégories populaires, y compris par rapport aux belles années du Front populaire, des années 60 ou des années 70, quand une partie de la représentation de ces catégories populaires pouvait être encore construite à travers, par exemple, le Parti communiste, voire certaines franges du Parti socialiste. Ça n'est plus le cas. Songez qu'il n'y a plus aujourd'hui quasiment de représentants de la catégorie ouvrière à l'Assemblée nationale, et que pour ce qui concerne les employés, on est dans des pourcentages infinitésimaux, alors même que ces deux catégories forment à elles seules la majorité de la population active en France. Bon, voilà, on est dans ce type de distorsion. Alors, certains collègues disent, voilà, il y a ce silence, alors qui s'accompagne en plus par le constat que dans un certain nombre de quartiers populaires, à intervalles réguliers, de plus en plus réguliers depuis le début des années 80, il y a quand même des processus d'expression. Il se dit des choses dans les quartiers populaires, et il se dit des choses sous la forme de l'émeute, sous la forme de l'émotion, sous la forme de la manifestation violente, sous la forme de la révolte. Alors, est-ce qu'il faut, après, il y a tous ces débats, est-ce qu'il faut essayer de comprendre, de mettre des mots ou pas derrière tout ça, ou est-ce qu'il faut juste condamner, dire c'est pas bien, bon, peu importe. Il y a quand même cette idée que quand on regarde ce que produit la participation, globalement, il ne faut pas l'investir de trop d'illusions, justement, parce que ça ne constitue pas... c'est le meilleur moyen pour déprimer, en fait. Croire que la participation va régler cette question presque magiquement, c'est le meilleur moyen de constater très vite que ce n'est pas le cas. Et que souvent, quand on regarde qui participe, ce sont un peu les mêmes que ceux qui votent, c'est-à-dire un peu les mêmes que ceux qui sont représentés. Et un peu les mêmes que ceux qui représentent. Et donc on en est vite réduit à se dire « Ah ça marche pas ». Alors voilà, donc ça c'est une autre question, me semble-t-il. C'est une question beaucoup plus vaste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de suggérer, notamment dans ce papier-là aussi, c'est l'idée que la participation a d'autres intérêts. Et elle ne peut pas être déconsidérée ou renvoyée à une forme d'illusion sur ce seul motif. C'est un motif en soi, on va y revenir peut-être, mais la participation, et je rebondis sur ce que disait Paul, c'est la participation, ça n'est plus désormais sous l'angle du devoir, c'est un droit. Les citoyens doivent avoir ce droit. Ce n'est pas un droit que l'on doit ou que l'on peut exercer nécessairement de manière permanente. Mais lorsqu'un citoyen demande à participer, il faut que le système lui donne le droit de participer. Me semble-t-il, c'est seulement sous cet angle-là qu'on peut et qu'on doit redéfinir les choses et la question. Mais le citoyen, ça va être le citoyen plutôt des classes sociales moyennes, supérieures. Alors, on en revient toujours à cette question-là. Ça dépend. Il y a
il y a eu dans l'histoire de ce que j'ai appelé tout à l'heure les mobilisations urbaines ou les luttes urbaines, il y a eu des moments où les catégories populaires se réveillent, s'investissent, se donnent les moyens d'agir, et pas toujours sous la forme de l'émotion, de l'émeute, ce que l'on pourrait stigmatiser à distance, c'est pas bien. Ouais. C'est une vraie... Je voudrais éventuellement faire allusion à un autre sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder régulièrement dans la revue aussi, et dans d'autres articles et dans d'autres lieux. Sauf que je suis nantais d'adoption maintenant, mais je suis amoureux d'une autre ville depuis longtemps qui s'appelle Marseille. Et j'écris beaucoup sur Marseille, et je regarde beaucoup ce qui se joue à Marseille depuis des années. Et il y a quelques années, rendant compte d'un ouvrage d'ailleurs sur le clientélisme à Marseille, donc un truc pas très réjouissif, quoi, un peu déprimant aussi, et me demandant si, avec l'auteur de ce livre, si un jour les Marseillais s'en sortiraient, j'envisageais deux hypothèses. La première hypothèse, c'était la reprise en main du pouvoir par l'État, qui n'est pas une innovation d'ailleurs dans la logique marseillaise, puisque l'État avait déjà repris les choses en main dans les années 30. Bon, et puis j'évoquais une deuxième piste, c'était le réveil citoyen. Et je l'évoquais en me disant, bah oui, mais on le voit pas venir. Bah oui, mais là, je ne sais pas si vous avez regardé depuis quelques semaines ce qui est en train de se jouer, mais voilà, il suffit parfois d'un événement traumatique, d'un contexte, d'un ras-le-bol, voilà. Et donc, les luttes urbaines, elles ont existé, elles existent, elles existeront toujours. Les mises à l'écart, les exclusions existent, les difficultés à vivre et à se sentir bien dans son quartier, dans sa ville, ça existe. Après, c'est quel pouvoir aussi. Alors, là, il y a un événement traumatique, mais j'utilisais aussi un terme qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est le terme d'empowerment. On a une logique très souvent condescendante et paternaliste à l'égard de ces quartiers et de ces catégories. On voudrait, c'est pour ça que moi je me refuse à rentrer dans cette logique de la participation enchantée. On voudrait en quelque sorte faire le bien. Or, il ne s'agit pas nécessairement de faire le bien, il s'agit de donner à tous les segments de la population les moyens d'agir sur son quotidien et sur son avenir. Or, ça passe aussi parfois par le fait de respecter des formes d'auto-organisation. Ça pose la question de l'indépendance des associations. Ça pose derrière tout un ensemble d'enjeux. Voilà, et après, je suis d'accord avec Paul, il n'y a là non plus aucune solution miracle, aucun remède. Il y a des panels de différentes actions à des niveaux très différents les uns des autres, avec des temps. On ne va pas parler de la question des temps, mais ça suppose aussi. Mais j'ai en mémoire un exemple que je cite souvent aux étudiants que je forme à ces questions-là. Il y a un type qui est devenu un jour président des États-Unis et qui, avant que d'être président des États-Unis, à peine 40 ans, avait écrit son autobiographie. Bon, vous pouvez trouver ça surprenant, mais dans son autobiographie, Obama raconte la façon dont il arrive dans un livre qui s'appelle Les rêves de mon père, qui est très très bien. Et il y a 3 chapitres où il raconte son arrivée à Chicago. Il a fait ses études très brillantes, il est promis à meilleure carrière d'avocat d'affaires dans tous les meilleurs cabinets d'avocats où il veut. Il est recruté où il veut, puis il dit bah non, moi je veux retourner sur le terrain. Il arrive à Chicago et là il cherche du boulot pendant des mois, il envoie des CV, il ne trouve pas, puis un jour il y a un type qui le convainc, qui dit bon finalement tu m'intéresses un peu, je vais te donner du travail, tiens, tu vas devenir community manager, en fait c'est un peu plus compliqué le terme, mais c'est l'équivalent. Il faut donc créer des communautés. Obama sait pas très bien ce que c'est, il ne comprend pas très bien, en plus il est accueilli par un juif dans une église catholique, il ne comprend rien. Il dit c'est quoi mon boulot? Bah, tu vas regarder le terrain, tu vas aller voir les gens et puis tu comprendras, je t'expliquerai au fur et à mesure. Puis il passe des semaines à aller rencontrer les gens, etc. Et puis il ne comprend pas ce que c'est son boulot. Puis un jour, il comprend qu'en fait son boulot c'est juste d'écouter les gens et d'essayer de construire des mobilisations à partir de ce que lui disent les gens. Et donc les premières fois il se plante, parce qu'il organise une réunion et puis il y a 3 personnes dans la salle. Et puis la deuxième fois il pense qu'il a trouvé un sujet. Et en effet il trouve un sujet, ça marche bien. Et là il a 200 personnes dans la salle, une salle d'église. Pareil. Et ces 200 personnes l'amènent à aller jusqu'à une confrontation directe avec le pouvoir municipal à Chicago. Le pouvoir municipal à Chicago, comme aux États-Unis, dans les grandes villes, c'est pas n'importe quoi. Et donc à accompagner des gens et à les construire, mais peu importe en fait en définitive au départ la cause. Le problème n'est pas d'aller chercher, d'imposer une cause. Le problème c'est, voilà, et le meilleur truc, le truc qui crée qui déclenche en fait la réussite, c'est un problème de peinture, de plomb, de saturnisme, dans une partie des logements sociaux, des quartiers dans lesquels il doit travailler, à créer des collectifs.
créer des collectifs. Créer des collectifs, il y a beaucoup d'élus aujourd'hui en France. Pour eux, un collectif, c'est une menace. C'est une inquiétude. C'est une crainte. Je ne vais pas fâcher Paul, pas encore. Mais j'ai vu des réunions municipales dans l'agglomération et dans différentes municipalités où, quand quelqu'un s'exprime, la première hantise de l'élu, c'est de dire qui c'est, il vient d'où, il parle de nous. Et de s'adresser à son adjoint ou à son membre de cabinet le plus proche de lui pour dire et on le finance ou pas presque. Et des gens qui prennent la parole, pas dans le sens souhaité par l'élu, qui voient leur subvention, la subvention de leur association sucrer la session budgétaire suivante, etc., etc. Donc il y a une forme de méfiance extraordinaire. Et la participation, quand je dis c'est un droit, c'est ça aussi, c'est le fait que la société doit s'organiser, elle doit créer ses propres liens, et ces propres liens doivent être pris en compte par les élus, voire ils doivent aussi donner forme et naissance à de nouvelles formes de représentation. Voilà. Et qu'on arrête de considérer que la liste municipale, c'est ce qui se construit en allant prendre, tiens, celui-là dans tel quartier, en plus il est un peu noir, c'est bien, ça va aller. Là, une femme, elle est handicapée, c'est bien, elle va aller, je la prends sur la liste, etc. Qu'on arrête avec cette construction mosaïque, mais qu'on revienne sur des choses beaucoup plus lentes. Évidemment, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup moins visible, c'est beaucoup plus périlleux, c'est beaucoup plus dangereux. Mais moi, je ne suis pas non plus un élu, donc je peux me permettre de dire ce genre de choses. Mais alors, ce que tu dis, quand même, puis Paul a certainement des arguments en réponse, c'est que là, le dispositif de participation, il doit échapper aux élus, quand même. Enfin, il ne doit pas être sous la main ou la tutelle des élus. Or, ce que l'on connaît ici, justement, enfin dans la métropole, moi par exemple qui ai participé à l'atelier sur place de la Petite Hollande, bord de Loire, atelier qui a duré 9 mois ou 11 mois à peu près, c'est la collectivité qui l'organise et qui le finance, parce que ce dialogue, cette participation, elle a un coût également pour la collectivité. Paul, si tu veux répondre sur ce... Je vais répondre deux petites choses à Goulven. L'organisation de la participation, c'est pas toujours déprimant, sinon je l'aurais pas fait. Et donc il y a des moments quand même, où c'est plutôt réjouissant. Je vais te donner 2 exemples. Lorsqu'on a lancé Nantes Capitale Verte, en 2013, on a organisé un appel à projets citoyens sur l'organisation de projets, en fait, à toutes les structures collectives qui voulaient bien s'y inscrire. Bon. C'était un peu une nouveauté, appel à projets citoyens. En tant qu'organisateur, on estimait que si on arrivait à 30 projets, c'était correct. Si on arrivait à 60, c'était merveilleux. On en a eu 206. Bon. Franchement, 206 projets répartis sur l'ensemble de la métropole avec des entrées très différentes. Pour moi, c'était vraiment un vrai succès. Bon, voilà. Deuxième exemple, lorsqu'on a organisé le débat sur la Loire, on a proposé de faire des cahiers d'acteurs, donc structurer des contributions écrites sur 4 pages, à toute structure. Hein. Là, je veux dire, collectif, pas forcément association, bon, privé, institution. On en attendait à peu près 60, on en a eu 106. Bon, je dis ça parce que ça ne se sait pas assez. Ça ne se sait pas assez, ces choses-là. Ici, on est sur un territoire où, lorsqu'il y a une offre participative qui est honnête et structurée, eh bien, ça marche. Voilà. Alors après, donc, deuxième chose, les grands débats, on les a organisés, les deux, hein, la Loire et la transition énergétique, avec une commission indépendante. On a demandé à des citoyens d'être les pilotes du dossier. Et ils l'ont fait. Donc le débat sur la Loire que j'ai là, c'était une commission avec 5 personnes proposées et avec qui on travaillait et qui ont donné, en fait, qui ont été garants du bon déroulement du débat. La transition énergétique, c'est pareil. Donc voilà, je donne ces exemples pour prouver que il y a quand même des conditions, des fois, réunies pour que ça se passe bien, quoi. Paul, un point que je veux te soumettre, moi, ce que j'ai de mon expérience, enfin de ma petite expérience de citoyen,
au sein du dialogue citoyen, de l'atelier, oui. Ce que j'ai vu, alors moi j'ai eu la chance de tomber sur des médiateurs, des animateurs de l'atelier, qui m'ont semblé plutôt professionnels, qui n'hésitaient pas à dire « allez, si vous en avez envie, contre ce que vous disent les services ou les élus ». N'hésitez pas, avec des exemples à Bordeaux sur le pont qui doit se faire, là, comment il s'appelle, Jean-Jacques Bosque. Le pont Bosque ouvert aux piétons, qui a été visiblement vraiment porté dans l'atelier par les citoyens, alors que c'était pas du tout dans les tuyaux au départ. Donc moi j'ai eu la chance qu'il y ait un bon médiateur, mais si le médiateur n'est pas bon et qu'il dit écoutez, ne fâchez pas les élus, fâchez pas les services de la collectivité, ça peut arriver aussi. Bien sûr, ça peut arriver. Après, moi, dans ce qu'on a fait effectivement à Nantes, chaque fois qu'on prenait un prestataire, bon, là tu parles de mission publique ou oui, qui a dans environnement, là oui c'est ça. Médiation et environnement. Médiation environnement, bon, c'est des professionnels. Hein, enfin, c'est marrant, ça me rappelle le débat sur les animateurs socioculturels dans les centres sociaux, quoi. Payés par la mairie, est-ce qu'ils doivent embrigader le peuple ou est-ce qu'ils doivent permettre l'éducation populaire? Enfin, on ne disait pas combien de fois. Bon, c'est exactement la même chose. C'est du même. Voilà. Donc, si on a des professionnels qui ont une éthique professionnelle et qui ont des consignes assez claires pour un débat ouvert, et ben ça marche. C'est tout. Goulven, je t'ai vu prendre des notes. Tu as envie de réagir ou d'ajouter des compléments? Oui, non, parce que j'ai en effet peut-être donné l'impression que je me réjouissais pas, mais il ne faut pas non plus. La question c'était y croire ou pas, c'était pas ne pas y croire, hein. C'était une question, c'était pas une affirmation. Non, mais je crois qu'il y a des choses très importantes dans ce que vient de dire Paul. Sur la question du pouvoir. Pendant très longtemps, dans les débuts de la participation, il y avait un très gros amateurisme. Et pendant très longtemps en France, on a longtemps encore estimé, et dans certaines communes on estime encore, pas toujours partout, hein, mais qu'en gros il suffirait de mettre les gens dans une même salle pour que tout se fasse bien. Dans une absence totale de réflexion pendant très longtemps sur la question des méthodes d'organisation du débat, sur la méthode de la formation des citoyens, etc., de la circulation d'informations. Et on a beaucoup progressé là-dessus, et c'est vrai que le terme de professionnalisation, voilà, et là c'est un aspect dont les universitaires peuvent se réjouir, puisque un certain nombre de nos anciens étudiants deviennent aujourd'hui des professionnels de la participation. Et parce qu'on a mis l'accent aussi sur cette idée, bon, je dis souvent, voilà, les Canadiens qui sont des experts en participation ont une Bible qui fait quasiment 1500 pages sur comment organiser un débat participatif. On n'a pas l'équivalent en France, là-bas c'est quasiment une sorte de code de la participation. En France, quand on parle des quartiers, dans la loi démocratie de proximité de 2002, on dit les villes de plus de 80 000 habitants devront organiser des conseils de quartier, point barre. Mais comment on les compose? Qui y a dedans? Quel type de désignation? On s'en fiche. Quelle périodicité des réunions? On s'en fiche. Qui prend la parole? On s'en fiche. Qui les dirige? On s'en fiche. Démerdez-vous. C'est quand même, là encore, hallucinant, et c'est pas si loin, 2002. C'est-à-dire qu'on a encore des progrès à faire. Mais c'est vrai qu'il y a un très grand progrès qualitatif, et qui joue aussi, donc désormais aussi, sur tout ce panel qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des méthodes différentes, des échelles différentes. Voilà, après, il y a des bons, il y a des mauvais dans le secteur, il y a des formes de sélection par le marché aussi, parce que c'est des conseils, c'est du consulting. Hein. Voilà. Alors, au-delà de la professionnalisation, de la question du contrôle, moi j'ai envie de dire, moi l'une des principales raisons pour lesquelles je ne suis pas un croyant, mais c'est pas parce que je ne suis pas un croyant enthousiaste et fanatique que je ne crois pas que ça ne produit pas des effets. Au contraire, je crois que ça en produit des effets. Voilà, c'est l'obligation de publicité, l'obligation de transparence, le fait d'avoir à rendre des comptes, le fait d'accepter d'être contesté, d'être interpellé, le fait pour que les élus ne soient pas et ne puissent pas rester dans des logiques de certitude appuyées sur des certitudes techniques, etc. Tout ça, ça fait que toutes les instances de participation, même celles qui sont a priori les plus instrumentalisées ou conçues dans le but de leur plus grande instrumentalisation par les élus les plus malhonnêtes, même celles-là sont toujours le lieu d'un débordement possible de la parole citoyenne. Et c'est pour ça que les élus, en définitive, certains élus, ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans ces logiques-là, ils n'aiment pas la participation, même quand ils essayent de la verrouiller, parce qu'ils savent très bien que
même quand on se contente de convoquer des gens dans une salle, ça peut mal se terminer pour vous. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui dit, voilà, non, non, moi je veux pas. Regardez la chaufferie du côté de Trente-Mous. Toute occasion où un élu prend la parole publiquement est une occasion de remise en cause, de remise en doute. Voilà. Et donc, ce sont des brèches. Donc c'est pour ça, souvent, moi je suis aussi confronté à ce discours sceptique, oui, la participation, ça sert à rien, de toute façon, non, oui, il y a des élus qui ne veulent pas, mais le fait d'avoir ces espaces-là, ça fait qu'il y a toujours du débordement possible, il y a toujours de la contestation possible. Or, je crois que ce dont on manque à l'échelle locale, comme probablement à l'échelle nationale, dans notre pays, dans notre culture, c'est le débat, c'est la délibération. On parle de délibération pour désigner les décisions d'un conseil municipal. Il n'y a pas plus pauvre endroit en termes de délibération qu'un conseil municipal qui adopte des délibérations. C'est une chambre d'enregistrement. On n'y débat jamais ou rarement. Et quand on y débat que sous la pression de citoyens qui viennent souvent envahir le conseil municipal et exiger, etc. On ne sait pas débattre en France. On n'accepte pas, parce qu'il faut que tout soit sous contrôle. Parce que dès que les gens s'engueulent à une tribune, tout de suite, c'est... Voilà. Mais non, il faut accepter qu'on s'engueule, qu'on ait des intérêts divergents, qu'on les mette sur la table. C'est ça aussi qui fait le dessin d'une collectivité, d'une communauté, d'une ville, d'un quartier, etc. Et cette culture du débat, c'est pour ça que la participation, moi je suis preneur de tous les mécanismes possibles et imaginables. Parce que ce sont les dispositifs qui, même lorsqu'ils sont le plus instrumentalisés par les élus qui les mettent en place, ça ne marche pas. L'instrumentalisation ne marche pas. Il y a toujours du débordement. Mais un très beau terme que j'emprunte à Claude Lefort, Cornelius Castoriadis et Edgar Morin, qui avait écrit un très beau livre de commentaires après 68 qui s'appelait La brèche. La brèche. La participation, c'est ça, c'est une brèche dans laquelle les citoyens s'engouffrent ou ne s'engouffrent pas, mais c'est une brèche. Bien, je vois l'heure tourner. On va peut-être venir aux questions de la salle. Alors, qui le premier ou la première veut poser une question? Je vais vous donner un point de vue. Vous donner un point de vue, ou réagir, ou... Allez-y. Oui, juste une question, enfin ça me titille en tout cas depuis tout à l'heure là. Vous avez parlé de budget participatif. Moi je me dis, à 200-300 mètres d'ici, il y a eu un petit problème, le forum a fermé, on a été 3 ou 4 à dire on se réunit quoi, hein, parce que c'était pas, on trouvait que c'était pas normal quoi. On n'avait pas autre chose pour se réunir que la rue quoi, que la place. Parce qu'on ne pouvait pas avoir de salle, par exemple. On ne pouvait pas avoir de salle. Il fallait absolument que ce soit une organisation, une association. Ça veut dire qu'en dehors des cadres, des codes établis, on a beaucoup de mal à se réunir, quoi. Voilà, moi c'est un peu ma question. Déjà, pour moi c'est déjà primaire, quoi. C'est le début de la citoyenneté. C'est est-ce qu'on peut se réunir à 3 ou 4? Là, ça va être un peu court le temps. Il y a 3 ou 4 personnes là, qui devraient peut-être se réunir, mais comment on va faire? Sous le nom d'une organisation? Mais c'est quand même curieux, quand même. Voilà, un peu ma question. Goulven, tu as des exemples sans doute de pays où on peut... Il y a une grande tradition... Il y a une grande tradition, je ne sais pas si on est il y a une grande tradition dans la social-démocratie allemande quand le mouvement ouvrier s'est constitué en Allemagne pour la première fois à partir du milieu du 19e siècle. Tous les responsables sociaux-démocrates allemands, ils étaient bistrotiers, tenanciers de bistrot, etc. Pourquoi? Parce que la salle du bistrot, c'était le lieu où les ouvriers se rencontraient. Parce qu'à l'usine, on n'avait pas le droit, parce que dans la rue, pareil, on est vu, on est espionné, etc. Habermas a écrit un très beau livre sur le rôle des cafés dans la création de l'espace public. Le salon, c'est l'espace public c'est la naissance de l'espace public bourgeois, le café, c'est la naissance de l'espace public bourgeois. Il faut aller au café. Il n'y a pas beaucoup de cafés. C'est vrai qu'on est un pays dans lequel les cafés ferment. Ça renvoie aussi à ce que je disais, peut-être aussi de
Le problème du débat, c'est qu'on voilà. Après, il y a des questions. Il faut comprendre les municipalités aussi quand elles demandent une association, le nom d'une association pour louer une salle. C'est comme une préfecture qui demande à ce qu'un parcours de manifestation soit déposé. C'est-à-dire qu'on est dans des régimes où les questions de responsabilité civile comme pénale sont pas sans importance. Voilà, donc il faut aussi, voilà, une municipalité ne prête pas une salle comme ça. Alors on pourrait, en revanche, il y a des États, il y a des pays récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais comme il fait beau, on n'a pas forcément besoin d'aller au café, donc on va sur la place. Donc on occupe une place. Au départ, on est 4, 5, et puis après on est 10, 20, etc. On peut finir à quelques milliers. En Turquie, en Espagne, en Égypte. Mais en Turquie, en Espagne, c'est intéressant parce que, enfin, en Turquie en tout cas, par exemple, c'est au départ sur un projet local, c'est un projet municipal, enfin étatique municipal, mais c'est un projet de transformation d'un espace historique en centre commercial. Et les gens disent non, et puis ils se réunissent sur la place, et puis ça devient quasiment, pas une révolution, mais un mouvement social. Voilà, après, donc ça existe. Et ça, c'est des brèches aussi, voilà, c'est l'action collective, il y a un moment, il faut stabiliser les choses, hein, il y a un moment, il faut s'organiser, il y a un moment, il faut désigner des représentants, il y a un moment, il faut déposer des statuts, tout ça, ça prend du temps, tout ça, mais on est quand même un pays dans lequel la déclaration d'association est quand même assez simple. Hein. Un bel exemple avec les coquelicots en ce moment. Une fois par mois sur les places publiques. Une autre question? Oui. Alors, le micro va... Ah, pardon, là, et puis là, après. Allez-y, monsieur. J'avais envie... Voilà, vous avez évoqué en début de débat la présentation de l'action des habitants de Nantes-Nord par rapport à l'urbanisme. Dans les années 77, j'en étais puisque j'habitais le quartier Nord et l'une des premières confrontations, je confirme, c'est qu'on avait créé un groupe d'action Nantes-Nord qui représentait un collectif d'habitants et qui n'a été reconnu et entendu qu'à condition qu'on s'associe avec une structure syndicale de quartier, la CLCV, qui défendait le cadre de vie. Comme j'étais adhérent de CLCV, ça tournait bien. Et donc du coup, j'ai été correspondant des habitants par rapport à la mairie, ou représentant, mais toujours à l'image du collectif. Et à cette époque-là, on arrivait à convoquer les élus de la mairie pour faire valoir la construction du livre blanc que l'on avait fait, quartier par quartier, pour synthétiser et avoir la totalité des revendications des habitants qui allaient depuis l'aménagement d'un passage public jusqu'à des espaces moins bétonnés, etc. Moi, je me pose la question de quelle est la notion de la société civile que l'on veut introduire dans les collectifs municipaux ou autres, c'est-à-dire comment on se démarque de l'appareillage politique alors que de l'autre côté, on nous demande toujours d'être structuré. Quel poids ça a dans la représentativité ou la liberté de débat avec les habitants? Alors, Paul, tu peux peut-être répondre. Non, mais sur alors, il peut y avoir la question qui est la composition des panels, par exemple, qui sont organisés. Comment ça se passe? C'est ça ta question? C'est la notion, on parle beaucoup de société civile que l'on introduit dans les conseils municipaux, etc., où les gens apolitiques. Le problème, c'est quelle est la crédibilité et est-ce que l'appareillage politique en interne ne verrouille pas la voix des représentants de société civile? Alors, Paul peut peut-être nous parler sur comment est-ce qu'on compose un panel dans un dialogue citoyen, dans un atelier citoyen, et puis Goulven sur cette représentation de la société civile au sein des instances délibératives, des collectivités. Comment ça se passe? Oui, Paul. Oui, juste, si je j'essaie de comprendre ta question, et pour l'avoir, moi je vais donner mon témoignage. J'ai vu se composer 4 conseils municipaux sur Nantes sous l'autorité de Jean-Marc Ayrault, 89, 95, 2000 et 2008. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, notamment les militants associatifs qui sont rentrés dans les équipes municipales, c'était très dur pour eux, ou pour elles. Voilà, parce que
Et ça me rappelle aussi certains ou certaines ministres qui ont été dans le gouvernement Macron aussi, qui ont eu beaucoup de difficultés à tenir le coup, parce que cette organisation politique et administrative, parce qu'il faut aussi parler des services quand même. C'est-à-dire que le dialogue citoyen, c'est pas que élus et habitants, c'est un triangle. Hein. C'est élus, services et habitants. Et les services, ils ne sont pas toujours très réceptifs pour discuter avec les habitants. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec les services pour les faire évoluer. C'est fondamental, ça. Donc, voilà, pour dire les choses simplement, c'est pas facile de rentrer dans une organisation municipale. Et donc, il y a la place de militants de la société civile, elle n'est pas évidente dans cette organisation. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, sur les panels citoyens ou ateliers citoyens, on a essayé, nous, de favoriser tirage au sort et participation volontaire. Donc, tirage au sort, globalement, ce qui se passe, c'est quand pour faire court, lorsque des gens sont tirés au sort et viennent, ils viennent dans un atelier en disant bon, ça m'intéresse, mais franchement, j'ai peut-être pas grand-chose à dire, et franchement, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Bon. Donc ça, c'est très intéressant, parce que j'ai pas grand-chose à dire, donc tout le travail, c'est de leur dire, mais si, vous avez des choses à dire, et on va organiser la parole avec vous, et qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est de porter un point de vue sur la question qui est posée. Voilà, c'est ce que tu as fait dans l'atelier. Et donc, bon, moi j'ai vu des gens, après 3 mois ou 6 mois d'atelier citoyen, globalement, contents d'avoir participé, et avoir développé un peu ce qu'on appelait autrefois dans l'éducation populaire des formes d'émancipation, de progression. Donc ça, je l'ai vécu très très concrètement. Donc c'est des formes pour moi tout à fait intéressantes et qui permettent à des collectifs de monter en compétences, quoi. Voilà. Goulven. Non, très rapidement, moi je m'interroge souvent sur cette question de la représentativité, c'est-à-dire est-ce qu'en la matière il ne faut pas l'abandonner, la laisser de côté. La représentativité c'est pour les élections, mais pour le débat, est-ce que le débat a besoin d'être nécessairement représentatif? Le débat il a surtout besoin d'être ouvert, il a surtout besoin d'éviter qu'on écarte d'emblée quelqu'un, mais représentatif, on ne demande pas à un débat d'être forcément représentatif, c'est à la fin qu'on demande, quand on demande l'opinion des gens, on demande que l'avis soit représentatif, mais le débat, il faut qu'il soit ouvert. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quand vous utilisez le terme de société civile, je vois un peu à quoi ça fait écho, mais je trouve ça presque... voilà, on retombe ici sur une forme d'opposition pure, de catégorie pure. Il y aurait la société civile et puis il y aurait la société politique. Et il faudrait que la société civile pourrait être une forme d'alternative à la société politique, ou je sais pas. Moi, je n'ai pas d'image à proposer de la société civile, sinon celle d'un gigantesque bordel. Enfin, il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge, il faut que ça débatte, il faut que ça s'engueule. Enfin, il faut que ça bouge. Suggérer que la société civile, on pourrait en donner une définition, une image, et dire voilà, et lui attribuer en plus des qualités qui seraient supérieures à d'autres formes d'organisation. Moi, ça me sidère un peu comme. Je sais bien que je ne vous dis pas que c'est ce que vous suggérez, hein, mais c'est ce que suggère un certain nombre de gens. On trouverait toutes les ressources et tous les ressorts de la refondation démocratique dans le recours à la société civile. Non. Enfin, après, qu'il y ait des gens qui ont envie de s'engager, qui passent par le registre de l'action collective sous forme associative, et qui ne soient pas nécessairement attirés par le politique, il faut aussi que le politique le respecte et l'accepte. Voilà, nous n'avons pas tous vocation, tous envie, tous le temps, tous d'être des élus. Mais nous n'en avons pas. Pour autant, moins notre mot à dire. Nous voulons conserver ce droit que nous avons et dont nous devons disposer en permanence, de dire notre mot. Et il faut que ce mot soit... Il faut que les espaces existent pour que ces mots circulent. Et alors après, ça peut circuler de manière plus ou moins conflictuelle. Vous avez cité l'exemple de 77, qui n'était quand même pas toujours une partie de plaisir. Enfin, il fallait aller au clash, vous parliez de convocation d'élus. Je travaille sur la campagne de 77 en ce moment, donc c'est... Voilà, mais je retrouve tous ces documents et toute cette atmosphère qui... Voilà, mais c'est ça la démocratie, c'est pas un truc lisse. J'entendais encore cet après-midi des députés
dire ah oui mais il faudrait qu'on s'entende tous. Mais non, enfin non, moi je ne suis pas d'accord, j'ai pas envie de m'entendre avec tout le monde. Je veux qu'on soit clair sur nos désaccords collectifs, mais qu'on ait l'occasion de les exprimer. Cette illusion de la réconciliation générale, que ce soit au nom de la société civile ou de je sais quoi, ça m'effraie. Alors, monsieur, si vous voulez, juste attendez, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre avant qui était là, et puis après, à vous, effectivement, au fond. Je vais passer mon micro. Merci. 2 ou 3 points. Donc, Paul, tu as parlé de panels et dans tous les ateliers qui ont été faits, avec une formation pour qu'il y ait plusieurs étapes. Or, cette formation, faut être attentif à ce qu'elle soit bien très ouverte, de façon à ce que ce ne soit pas, entre guillemets, un endoctrinement, de façon à ce que les gens aboutissent à la conclusion qu'on attend. Ça, c'est quand même un point sur lequel il faut être très vigilant. Et derrière, tu as parlé de l'atelier sur la transition énergétique. Non, le grand débat sur la transition énergétique, dans lequel on y avait tous les réseaux de chaleur, dont la centrale de Trente-Moux, qui fait débat. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un atelier citoyen, une grande démocratie, on met en œuvre, et la mise en œuvre vient contrecarrer l'intérêt de certains, ou les espoirs de quelqu'un. Et puis le dernier point qui pose aussi question, comment la collectivité choisit de faire débat, atelier citoyen sur telle ou telle thématique, plutôt que sur telle autre. Aujourd'hui, pourquoi pas de débat sur les équipements sportifs? Ah voilà. Non, mais... Non, pour dire que... T'es plus en fonction, donc je vais te permettre de dire ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir... Enfin, il y a un débat, mais qui se tient. Mais qui se tient en dehors des... Et puis, il faudrait rajouter qu'il y a aussi certaines procédures qui ont des débats institutionnels. Je pense aux révisions des plumes, auxquelles, donc, il y a des réunions publiques avec des phasages obligatoires, des passages obligatoires, auxquels il y a une foule. Là, je ne sais pas si tout à l'heure tu parlais de 200 contributions. Sur le plume, je ne sais pas combien il y en a, mais on est en plusieurs dizaines de milliers. Hein, avec certaines d'intérêt très général, d'autres d'intérêt très particulier. Et faire une synthèse de tout ça, j'imagine. Et là encore, si on pose la question en amont, quelle formation pour que les gens comprennent le débat et puissent réellement y apporter leur avis, parce que là je rejoins tout à fait Goudel, on n'est pas là pour faire du consensus, on est là pour faire du débat avec les contradictions qu'il doit y avoir entre chacun d'entre nous. Merci, c'était plus du commentaire ou l'un de vous veut... C'est du commentaire, c'est un point de vue. Juste sur l'atelier, enfin ce qu'on appelle les ateliers citoyens, qui sont des formes éphémères, restreintes, qui regroupent entre 15-20 personnes. Lorsqu'on demande à un prestataire d'accompagner l'atelier citoyen, ce qui a été fait par exemple pour Franck, le prestataire, il a une éthique, une déontologie qui fait qu'effectivement, il doit donner le maximum d'informations. Enfin, là-dessus, les consignes ont été très claires à Nantes. Je veux dire, là, je peux vous donner tous les textes, tu connais ça par cœur aussi. Et donc, c'est à lui, le prestataire, qui doit permettre que les participants progressent, débattent entre eux et arrivent à un point de vue qui soit partagé. C'est une question de professionnel. Voilà. Le prestataire, il est payé par le décideur, donc on peut supposer qu'il n'est pas totalement... Avec les impôts des citoyens. Vous pouvez supposer, mais franchement... Moi, sincèrement, là, enfin, je vais pas... moi, je peux vous citer l'exemple de ce que j'ai vu dans l'atelier sur Petite Hollande, Port-de-Loire, projet qui est donc une nouvelle étape là, d'atelier, enfin de concertation sur l'aménagement de la place de Petite Hollande. Les interlocuteurs, les deux cabinets qui assuraient la médiation, ont dit mais n'hésitez pas à emmerder les élus et les services par rapport à ce qu'ils vous disent. Si vous avez envie de porter un projet qui va contre, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et dans ce qui a été retenu par les élus, il y a des choses qui ont été dites par l'atelier citoyen, qui ont été retenues, d'autres qui ont été laissées de côté, qu'on verra peut-être ressurgir plus tard. Mais il y avait, enfin, c'était pas des oui-oui, entre guillemets, de la parole de la métropole.
Hein, moi j'y allais sans a priori dans cet atelier pour voir, j'avais envie de voir, parce qu'à Nantes, on en parlait, il y avait le grand débat Loire, et vraiment, enfin, les échanges qu'il y a eu au sein de l'atelier, on était parti à 26, on est arrivé, je crois, à 22 ou 23, donc c'était plutôt pas mal, sur quelque chose qui a duré 11 mois. Les échanges qu'il y a eu, enfin, il y a eu des désaccords d'exprimer, il y a eu des fois des engueulades avec les services, on dit arrêtez de nous donner, etc. Enfin, c'est effectivement du débat, et puis à la fin, même si on n'est pas d'accord, tout se passe bien et on reste poli, quoi. Non, juste pour remonter, parce que on sent là dans la remarque une forme de scepticisme bien partagé sur les questions de participation. Le premier point, c'est par exemple, dans les jurys citoyens, on convoque et on panélise en fait les citoyens, donc ils peuvent être une vingtaine, une trentaine ou plus, peu importe. Il y a un processus où d'abord le conseil, le consultant, propose un certain nombre d'intervenants. Donc souvent ça se joue sur 4-5 week-ends. Les 2 premiers week-ends, c'est le consultant qui a la main en quelque sorte. Donc c'est lui qui organise la formation des citoyens. Et très rapidement, en fait, vous avez une bascule, c'est-à-dire que sur les 2 derniers week-ends, ce sont les citoyens qui disent « bon ben voilà maintenant ceux que l'on a envie d'écouter ». Et donc ils ont commencé à se renseigner, ils ont commencé à lire, ils ont peut-être lu ici ou là dans un journal, dans une revue, une parole alternative ou quelque chose qui leur paraissait contraire à ce qu'on leur avait raconté. Donc c'est eux qui ont la maîtrise de l'ordre du jour. Donc c'est vrai que la question de l'ordre du jour et la question de la répartition physique, architecturale du pouvoir dans une salle, tout ça, ce sont des questions importantes, mais on en parlait tout à l'heure, ça fait partie de cette professionnalisation. Deuxième truc, ce Yellow Park a été, enfin le nom n'a pas été prononcé, mais c'est quand même dommage de faire une réunion sur la participation un an sans prononcer directement le mot. Ça participe exactement de ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Bon, que les élus n'aient pas compris qu'ils ne pouvaient plus décider aujourd'hui comme ils décidaient hier est une chose. Mais ils ont été rattrapés par l'obligation de participation. La Commission nationale du débat public, il a fallu qu'elle soit intégrée dans le jeu. Or, qu'est-ce que ça a produit ? Ça a produit de la mobilisation, des mobilisations, parce que je ne vais pas vous faire croire qu'il n'y avait pas chez les opposants au projet, ou chez les discutants du projet, ils étaient tous d'accord sur tout. Il y en a qui protégeaient leur bien immobilier, d'autres qui protégeaient leur accès à telle tribune, etc. Enfin, peu importe. Il y a eu des mobilisations, il y a eu des formes d'action collective, il y a des associations qui se sont créées. Ces gens-là ont pris la parole, se sont formés, ont acheté des codes de l'urbanisme, ont consulté des juristes, y compris parmi mes collègues, pour leur demander mais quel type de stratégie, ont pu consulter même des politistes pour savoir quel type de stratégie il fallait avoir par rapport aux élus, quel type d'arguments il fallait hiérarchiser, etc. Et ça a produit quoi ? Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, le projet tel qu'il est là, en attendant sa 3e, puis sa 4e, puis sa 5e version, vous ne pouvez pas dire que là, le projet, dans sa 2e version, il est identique à celui qui existait lorsqu'il a été... Bon, c'est déjà plus la même chose. Bon, tout ça parce que, si les élus avaient compris, ils auraient peut-être fait l'inverse. C'est-à-dire qu'avant de décider ou d'annoncer une décision toute ficelée, et d'apparaître comme ceux qui se dédisent au fur et à mesure, bon, il a peut-être fallu qu'ils agissent autrement, certes, mais voilà. Mais ne disons pas que la participation ne sert à rien. Là, en l'occurrence, on a le contre-exemple parfait, même si c'est vrai. Bah oui, c'est conflictuel. Il faut sortir de chez soi le soir pour aller défendre ses intérêts. Il faut aller à une réunion publique. Il faut prendre la parole. C'est ça la démocratie aussi. La démocratie, c'est pas chez soi, dans son poste de... Enfin, si maintenant avec Internet peut-être, mais pas seulement. C'est aussi de l'interaction, c'est aussi du débat. Alors, monsieur au fond, qui est patiente, et puis après madame au premier rang. Oui, un peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Nous habitons Orvault, et près du périph', il y a un bel hôpital nord, l'hôpital Laennec. Alors pourquoi et comment on a décidé de transférer un centre-ville dans une île, et quel a été le débat citoyen? Alors, moi, je ne connais pas le sujet, je ne crois pas qu'il y ait eu de débat particulier. Je crois que ça a été une décision qui est tombée d'en haut, décision du président du conseil d'administration du CHU.
Goulven, tu as des éléments de précision ou de... Je pense pas qu'il n'y a pas eu un grand débat sur le CHU. Ça a été effectivement des prises de décision politiques et entre l'État, la collectivité, le CHU. Alors là, après, j'en sais pas plus, hein, mais me semble-t-il, il n'y a pas eu effectivement de débat sur l'implantation du CHU. Avec simplement qu'au départ, l'hôpital Nord, tout devait fermer. Il y a quand même eu des réactions à la fois politiques, des personnels concernés, ça a bougé, et il y a des choses qui sont conservées là sur Saint-Herblain. Pour le coup, le centre négo du Chau, bon, c'est un peu dans la logique, même si le débat n'a pas été aussi intense que ce qu'on a pu voir sur le stade. Il y a des petites choses, quoi. Il n'y a pas eu de débat organisé parce qu'il n'y a pas d'association de supporters. Le CHU, c'est une des raisons. Et que les CHU, vous le savez, c'est un enjeu de maire. Et donc, en fait, l'essentiel du débat sur le CHU, c'est jouer dans la relation longtemps conflictuelle, puis ensuite un peu plus apaisée, c'est-à-dire dans une forme de stabilisation du désaccord. Mais c'était entre Jean-Marc Ayrault et Charles Gauthier, puis entre Bertrand Affilié et Jonah Roland. Et c'est à ce niveau-là que ça s'est joué, dans des jeux qui étaient à la fois conflictuels, politiques, partisans, et puis dans des formes d'échanges, de contrepartie, etc. Mais c'est vrai que les personnels de l'hôpital ont joué un rôle plus important, mais dans le cadre des instances du CHU. Il n'y a pas une mobilisation citoyenne très forte autour de cette question, et parce que souvent les usagers du CHU n'ont pas forcément vocation à rester usagers du CHU toute leur vie. Alors que supporter de foot, c'est plus compliqué. Voilà. On t'envoie une deuxième question, c'est les partenariats publics-privés, les fameux 3P. Alors comment est-ce que c'est établi et est-ce que les citoyens peuvent intervenir et est-ce que c'est bénéfique pour la... Alors, quelle place pour les citoyens dans les PPP? Sur les PPP, il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien, et puis de toute façon, c'est quelque chose qui ne va pas durer. De toute façon, parce que après un moment d'engouement favorisé par les élites, notamment du ministère des Finances, la Cour des comptes est en train de se rendre compte que ça coûte un fric fou et que ça va être de pire en pire, et donc, à mon sens, ce n'est pas une formule qui est vouée à un long avenir. En revanche, derrière votre question, il y a une autre question. Éventuellement, c'est la question des services publics. Et c'est vrai que les services publics locaux font l'objet aujourd'hui, dans des mesures plus ou moins contrastées selon les villes, les territoires, les métropoles, de délégations de services publics. Or, le contrôle citoyen sur les délégations de services publics est un vrai problème. Il y a eu la mise en place de commissions consultatives du service public et des services publics locaux. Ces commissions qui sont un des instruments de tout le dispositif participatif qu'on a évoqué, mais on ne les a pas cités, mais on pourrait les citer, jouent un rôle mineur aujourd'hui. Et je pense que c'est un des trucs à renforcer parce qu'il y a aujourd'hui, autour des délégations de services publics, des enjeux financiers qui sont énormes, des enjeux de contrôle politique qui sont énormes, des enjeux de maîtrise de la construction de la ville. On parlait de Guilloparc, mais Guilloparc, c'est ça aussi, hein, c'est qui construit la ville, sous quel contrôle, avec quel type de finances et de financement. Et il y a aujourd'hui des délégations de services publics qui recouvrent un volume financier qui est extraordinairement important, et c'est là-dessus que le contrôle citoyen doit être, à mon sens, renforcé. J'avais écrit dans un autre numéro de Place Publique un papier qui s'intitulait de mémoire « Nous ne voterons pas pour eux et pourtant », et qui essayait d'envisager le rôle dans la ville de tous ces gens pour qui on ne vote jamais. Mais les entreprises de réseau, les Veolia, les Vinci, les Suez, Environnement ou pas, tous ces grands groupes, Unibail, tous ces grands groupes qui contribuent quand même à façonner la ville. Enfin, un centre commercial, voilà, un centre commercial à Saint-Herblain, ça façonne une ville. Et son devenir sur des dizaines d'années par la suite. Le fait qu'on ait choisi d'implanter cette grande surface-là, cet endroit-là, et d'en faire un bout de ville. Le fait de faire un stade à tel endroit, ça impacte la ville. Surtout quand on décide d'y adjoindre un quartier. Qui fait cette ville? Et quel contrôle nous avons collectivement sur ça? Ben, là-dessus, nous manquons aujourd'hui des instruments de contrôle. Ça me permet de rajouter un dernier point. Il y a le contrôle des citoyens, il y a la participation,
Mais dans ce qu'on appelle encore la démocratie représentative, il y a aussi des progrès à faire. Il ne s'agirait pas d'opposer une démocratie représentative qui serait... voilà, et la démocratie participative. Sur le plan de la démocratie représentative, il y a d'énormes progrès à faire, et notamment dans le rôle accordé aux oppositions. Quand je parlais du débat tout à l'heure, ça fait partie aussi des choses. Les oppositions municipales en France ont trop peu de pouvoir, mais au niveau local comme au niveau national, trop peu de pouvoir, trop peu d'expertise à leur disposition. Voilà, on n'est pas dans cette culture démocratique du contrôle par l'opposition et par les citoyens. Alors, madame, et puis après il y aura monsieur là-bas. Allez-y. Alors on va changer d'échelle, on va venir au monde rural. Je voudrais intervenir sur 2 points. La première chose, quand madame disait effectivement, les projets et parfois les études sont menées par des experts des cabinets qui sont financés par la ville et puis qui ensuite, de fait, devraient aboutir. Eh bien, nous, on a vu carrément le contraire chez nous. Il y a très peu de temps, puisque... Alors, chez nous, c'est dans les Mauges. Dans les Mauges, qui est maintenant des échelles de petites communes qui sont maintenant en nouvelles communes. Ça, ce sera l'objet de ma deuxième question. Mais, donc, dans une nouvelle commune, qui s'appelle Orée d'Anjou, pour la nommer, eh bien, portée par les citoyens, les associations, l'idée qu'il fallait construire quelque chose au niveau de la culture. Donc, les élus ont été très sollicités pour qu'il soit porté une étude d'un projet culturel de territoire. Un consultant a été embauché, la consultation a été organisée avec l'ensemble des habitants, les associations du territoire, donc financée par la commune pour se retrouver dans le conseil municipal, au grand désespoir de tous ceux qui s'étaient mobilisés dans cette concertation, eh bien, un désaveu de l'ensemble d'une grande majorité de ces élus. Et donc, un projet culturel de territoire qui s'est retrouvé non voté. Donc aujourd'hui, des citoyens eh bien, repartent à charge et puis effectivement dire il faut qu'on reconstruise quelque chose. Mais aujourd'hui, quand on a des groupes de citoyens qui essayons de s'organiser et puis de dire essayons de proposer du débat, essayons de proposer de l'organisation pour dire eh bien, à un moment donné, travaillons ensemble s'il n'était pas convenable ce projet culturel. Retravaillons-nous ensemble, bah, effectivement, on se voit par exemple des refus de prêt de salle par la municipalité parce que nous ne sommes pas organisés en association et d'emblée on apparaît comme un peu des opposants. Alors que l'enjeu, c'est de dire nous voulons être dans la co-construction. Vous n'aviez peut-être pas toutes les cartes en main, eh bien les acteurs associatifs de l'école de musique, des bibliothèques, des choses comme ça sont sur le terrain et ont des cartes en main qui peuvent vous aider, vous, élus, à ce qu'on construise ensemble. Donc ça, c'est voilà, un des éléments. La deuxième question, c'est, vous avez évoqué 2020 approche. Et 2020, on le sait, beaucoup d'élus de communes vont ne pas se représenter. Et aujourd'hui, il y a de grandes inquiétudes qu'on voit aussi venir de la part des citoyens, notamment dans ces nouvelles communes, parce que ces nouvelles communes, elles se sont organisées un peu sans véritablement de concertation. On a senti pour certains que c'était un peu une organisation un peu... figure imposée, voilà. Que demain, on se retrouve... aujourd'hui, on se retrouve avec 132 élus dans des états intermédiaires. Donc, quand on parle de débat, il n'y a plus du tout de débat dans les conseils municipaux. Les délibérations, elles sont toutes votées en file indienne sans qu'il y ait aucun débat. Et on sent que c'est le bureau municipal et le maire en particulier, avec son directeur des services, et qui les choses sont bien ficelées. Et ça arrive, et les élus... Et quand on parle aussi de compétences des élus, parce qu'effectivement, autrefois, les élus dans ces petites communes rurales, c'était des gens du terrain, mais en même temps qui étaient aussi au quotidien avec les citoyens. Et aujourd'hui, on a des choses qui se sont organisées, et puis finalement, les élus de ces petites communes sont complètement largués aujourd'hui. Ils sont largués dans ce no man's land, un petit peu où on se retrouve 132 autour de la table, et voilà. Mais demain, il y a un autre largage là, qui se prépare, parce que du coup, demain, il va y avoir, on se retrouve avec des communes, en termes géographiques, nous on est sur une commune, on est 16 000 habitants aujourd'hui,
Et l'inquiétude des citoyens, c'est de dire, il y a plus quelle relation va-t-il y avoir à l'élu de proximité, hein? L'éloignement de l'élu. L'éloignement de l'élu, l'organisation des services qui va de fait imposer, parce que les élus ne pourront plus tout faire, et puis forcément il va falloir de l'organisation technique maintenant à l'échelle de communes de 16 000 habitants. On ne fonctionne plus dans une commune de 16 000 habitants comme dans une commune de 1500 habitants. Donc il faut de l'organisation technique. Et la peur aussi de se dire, mais est-ce qu'à un moment donné, l'organisation technique ne va pas prendre le pas sur les élus? Donc il y a toutes ces craintes, et à la fois, on sent que les élus veulent quand même, aujourd'hui, ficeler les choses pour empêcher d'être dans la co-construction avec les citoyens. Merci pour votre témoignage. Goulven a un commentaire rapide peut-être sur cette nouvelle architecture des collectivités, les regroupements de communes, les communautés de communes, et puis l'éloignement ou pas. Non mais moi je trouve, enfin c'est un terrain fantastique pour toi là. Non mais enfin voilà, actuellement le mouvement intercommunal sur les Pays de Loire c'est extraordinaire. C'est un mouvement de fond et qui va bouleverser vraiment j'ai travaillé un peu là-dessus, et notamment sur le Maine-et-Loire. Donc il y a une occasion à saisir. C'est-à-dire que ce qui est la première, enfin en gros cette première étape avec cet échec. Je suis désolé, mais il ne faut pas en rester là. Ah non. Hein, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, sur les restructurations d'intercommunalité, il y a des enjeux très intéressants et vraiment, il y a un boulevard pour des actions citoyennes. Voilà, c'est tout. Moi, c'est plutôt un encouragement. Hein. Alors maintenant, sur la proximité, Nantes Métropole, lorsque les 24 communes ont créé Nantes Métropole, le débat a été très vif. Et donc, peur de la centralisation, peur de l'opacité. Et donc, on a créé à la communauté urbaine en 2000 qu'on appelle les pôles de proximité. Alors, ce sont pour l'instant des pôles techniques. Ce sont des pôles techniques avec des commissions locales de pôles qui sont des lieux de débat entre élus. Bon, c'est des balbutiements, mais il n'empêche que, alors là-dessus, j'ai vraiment beaucoup travaillé. À terme, ça peut devenir, ces formules-là, des vrais lieux aussi de nouvelles formes de démocratie locale, à condition que élus et citoyens s'en emparent comme des sujets de démocratie. Voilà. Goulven, en complément du... Ouais, juste deux remarques rapides. D'abord, ce que vous dites nous permet de rappeler quand même que la construction du territoire, sa délimitation, c'est de la politique. Voilà, les frontières, les niveaux, les échelles, tout ça, c'est de la politique et ça participe du travail politique. Nos élus, ça consiste, c'est une grande partie de leur activité consiste à dire, voilà, ça, à quel niveau ça doit se passer. Qu'est-ce que je dois faire avec le territoire d'à côté aussi? Est-ce que je dois m'allier? Est-ce que je dois rentrer en concurrence? Si je dois m'allier sur quoi, etc. Et puis, à l'échelle de ma commune, le quartier, qu'est-ce que c'est? Et puis le quartier, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'histoire juste? Ou est-ce qu'on ne peut pas redessiner les quartiers? Ça a été fait à Nantes, etc. Construire, le découpage territorial, c'est un travail politique. Et c'est indissociable de l'activité politique elle-même, c'est-à-dire de production de la cité. Et le deuxième point, ça me fait rigoler parce que j'ai commencé à écrire sur les questions locales il y a plusieurs années en étudiant un conflit municipal entre un maire, pour dire les choses très clairement, c'est loin d'ici, donc vous reconnaîtrez déjà pas la commune dont je vais parler, donc peu importe. Puis en plus, il est mort. Après ton écrit. Un maire autocrate dans une commune périurbaine. Un maire autocrate qui décide de faire construire une salle culturelle en plein centre-ville. Voilà. Et puis, il y a une mobilisation des habitants. Et puis, résultat des courses, aux élections d'après, il perd. Contre une liste qui a été formée sur la base de l'association et de la mobilisation de ses habitants. Donc j'avais fait un historique de ça, il se trouve que j'avais été l'un des conseillers de l'opposition en question. Donc c'est bien accès des pratiques aux documents et à l'histoire. Mais voilà, un maire, ça se change. Un maire qui n'écoute pas ses concitoyens, parfois il perd des élections. Un maire qui sollicite un projet culturel et qui ne va pas l'accompagner jusqu'au bout, etc. Voilà. Moi j'étais très frappé en faisant ce travail il y a déjà plusieurs années par le nombre de communes où l'association sportive, le ciné-club, une bibliothèque, ces projets associatifs au départ deviennent le lieu même où se reconfigurent. Bon, et puis il y a d'autres choses qui se jouent.
Parce que vous parliez de cette enquête, tout le monde a fait écho sur le nombre de maires qui veulent partir. D'abord, c'est pas complètement une nouveauté. D'autre part, je me rappelle qu'il y a quelques années à peine, lorsqu'on a imposé la parité aux communes de moins de 3500 habitants, les mêmes inquiétudes s'étaient fait jour. On ne trouvera jamais assez de citoyens, et surtout de citoyennes, puisque là, il s'agissait de trouver des femmes. On ne trouvera jamais assez de femmes, ça ne sera pas possible, etc. Résultat, je me rappelle que dans certaines communes, à Mont-sur-Loire par exemple, 3 listes. Parce que la question de l'association des femmes avait fait exploser le fait que y a des gens qui aiment bien les femmes, mais à la condition que ce soit la leur. Oui, clairement. Et résultat, ça avait 3 listes. On n'y avait pas assez. Mais si, il y a. Enfin, et il y aura probablement. Après, 16 000, oui, 16 000, ça pose la question du centre et des découpages qu'on appellera pas quartier, mais qu'on appellera autrement. Et il faudra trouver les termes. Et tout ça se fera en marchant. Et tout ça, c'est la politique, tout ça, c'est la démocratie. Tout ça, c'est, d'une certaine manière, le renoncement à l'idée d'une organisation parfaite. Enfin, on ne trouvera jamais... On est toujours à la quête des niveaux d'action. Alors, on va prendre la... Alors, il y a une question... Alors, ça va être les 2 dernières. Il y a monsieur qui patiente déjà, et puis après, Loïc, tu poseras la dernière. Parce qu'après, Titi Floris va s'impatienter, sinon. Puis vous avez peut-être soif pour le pot. Non, moi, c'est plutôt un constat que je voulais faire. Ça fait 2 ans que je m'intéresse à différents débats, qu'ils soient locaux ou qu'ils soient nationaux, en tant que participant ou en tant qu'observateur. Et ce que je constate surtout après coup, c'est que alors, quand je dis le pouvoir, c'est pas forcément le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir de l'administration, ça peut être beaucoup de choses. Mais j'ai l'impression qu'il se sert presque du débat citoyen comme d'un exutoire, mais sans forcément derrière entendre ou donner le bilan de ces concertations. La dernière en date de quelques jours, c'est Yellow Park justement, auquel j'ai assisté. J'y ai assisté de manière très neutre. J'étais plus par curiosité de voir ce qui se disait. J'avoue que j'en suis sorti sidéré littéralement des réponses qui étaient amenées par des responsables politiques présents, et le peu de prise en compte finalement, alors on y parle dans ce pays-là, mais de prise en compte après coup du ressenti des gens, quel qu'il soit, parfois contradictoire, voire même de résultats donnés. Je pense aussi à des débats, enfin pas des débats, des demandes de contributions qui étaient faites sur l'avenir nucléaire du pays, sur beaucoup de choses. On n'a plus de nouvelles après. On a participé, mais on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne sait pas à quoi on a abouti. Les décisions sont prises, on ne sait pas du tout si les contributions qui ont été demandées aux citoyens ont d'une certaine manière influé sur la décision finale. Et je trouve qu'à un moment donné, on se sert plus du débat citoyen pour justifier qu'on a fait participer le citoyen, mais en réalité sans tenir compte. Et je pense que les événements actuels sont presque le reflet d'une certaine exaspération du citoyen, mais finalement, ils ne servent que de prétexte. Ça, c'est mon avis. Vous avez tout à fait raison. Et donc, en fait, parce que je vais vous donner un contre-exemple. Lorsque s'organise un débat, il faut absolument être vigilant à ce qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'au point de départ du débat, il y ait une annonce ou une exigence de quelle manière, en fait, il y aura un droit de suite au débat. Donc, on a fait ça, voilà, je vous donne un contre-exemple. Hein. Le débat Loire, lorsqu'on l'a lancé, on avait précisé les différentes étapes, 6 mois de débat, des préconisations portées par la commission aux élus, au service de la métropole, 6 mois de travail élus et services pour répondre aux préconisations, et ensuite annonce des mesures qui étaient décidées par la métropole. Donc il y a eu 30 engagements qui ont été votés à l'unanimité au Conseil métropolitain, et le droit de suite, ça a été la mise en place de la conférence permanente Loire, la CPL, qui continue à fonctionner avec des participants du comité citoyen, des volontaires, des grandes institutions comme le port, et cette CPL se réunit régulièrement et rend des comptes sur comment ces engagements sont tenus ou pas tenus. Voilà, ça fait partie de ça, de la crédibilité du débat.
sinon, effectivement, si on ne fait pas ça, on n'est pas crédible. Donc c'est un engagement sur la durée. Et sur la transition énergétique, il y a une même chose. Donc il y a aujourd'hui une conférence ouverte transition énergétique qui est mise en place après le grand débat. Voilà. Donc il faut exiger un droit de suite. Loïc, oui. La dernière question. Oui, question et remarque. La question, c'est... on n'a pas parlé des conseils de développement. Il me semble qu'au niveau des collectivités territoriales, il y a cette instance qui peut permettre aussi à une parole citoyenne de s'exprimer. Enfin, si je vois ce qui se passe par exemple sur Erdre-et-Gèvres, il y a des choses très intéressantes qui se font à ce niveau-là au travers des conseils de développement. Ça, c'était une remarque. La deuxième remarque, c'est... On a beaucoup parlé du dialogue citoyen, j'ai l'impression, institutionnalisé. Heureusement, il y a eu l'exemple de Yellow Park. J'aurais bien aimé aussi qu'on parle d'un projet d'aéroport où il y a eu des ateliers citoyens qui ont été très actifs et très dynamiques et qui ont certainement permis, quelque part, de faire évoluer la question. Enfin, il faudrait en parler à Françoise Verchères, en l'occurrence. Et puis, juste une question, mais j'ai peur que ça nous emmène trop loin, malheureusement. La soirée, c'était dialogue citoyen, les politiques nous écoutent-ils? Moi, la question, c'est... on entend beaucoup de politiques qui disent aujourd'hui « je vous ai entendu ». Ils nous écoutent probablement. Nous comprennent-ils? Ce serait peut-être la question à poser aussi. Et puis surtout, quel pouvoir les politiques ont-ils encore aujourd'hui dans un environnement où on s'aperçoit que les lobbies imposent, ça a été évoqué tout à l'heure au travers de centres commerciaux, enfin, etc. Mais on pourrait parler de beaucoup d'autres choses, hein, n'est-ce pas? Le glyphosate, le lobby des chasseurs, etc. etc. Est-ce que les politiques ont encore le moyen de faire appliquer des demandes citoyennes, hein? Alors je ne voudrais pas élargir le débat, mais prenons l'exemple des bords de l'Erdre. Hein. Une loi, ça fait 12 ans qu'on demande à ce que la servitude de marchepied soit appliquée. On a des politiques qui sont tout à fait à nos côtés. Hein. Beaucoup d'ailleurs, ils ont tous été quasiment à nos côtés, de droite, de gauche, du centre d'ailleurs. Et résultat, rien n'a évolué depuis 12 ans. Hein. Parce qu'il y a derrière des pressions, des lobbies, des pouvoirs qui échappent aux politiques, j'ai l'impression. Enfin. Alors, un commentaire du politiste pour terminer. Goulven, un dernier mot. Non, c'est un témoignage de Loïc qui l'engage personnellement, donc... Mais Goulven, peut-être un petit commentaire sur... est-ce que... Mais après, il aura le droit d'aller voir. Est-ce que ce dernier mot des élus, puisque est-ce qu'ils l'ont encore, ce dernier mot? Est-ce que le pouvoir est bien réel? Et est-ce qu'ils écoutent lorsqu'ils prennent leurs décisions? Est-ce qu'ils écoutent réellement et qu'ils prennent en considération? C'est une question difficile parce que la question du pouvoir, d'abord c'est la question de la science politique en général et même au terme d'un cours de 36 heures on n'a pas épuisé. On se fonde trop souvent sur quelque chose qui a existé mais qui aujourd'hui relève de l'illusion. C'est l'idée que des gens, des élus, des administrations, des institutions ont eu du pouvoir. Dans les années 60, c'était probablement possible en effet pour un État en majesté de décider de Paris que l'urbanisation de la France allait s'effectuer sur un tout petit nombre d'années, avec des cadres techniques qu'on allait dupliquer d'une ville à l'autre, pour fabriquer des grands ensembles qui allaient accueillir à la fois une partie de l'immigration intérieure, de l'exode rural, et puis des pieds noirs, etc. Bon. Et puis on s'est rendu compte que la décision, ce type de décision, ça ne pouvait plus être pris. Et ça ne pouvait plus être pris comme cela. Ça ne pouvait plus continuer.
les citoyens se sont braqués, ont commencé à râler contre le cadre de vie qui leur était imposé. On parlait tout à l'heure de la CNCV, mais la CNCV naît en partie de ces inquiétudes et de ces refus de la vie dans les grands ensembles, dans les cages à lapins, comme on disait à l'époque, etc. Et donc il faut associer les gens. Et puis la notion de décision elle-même, elle est devenue très complexe. Enfin, dans les années 70, il y a tout un ensemble de collègues du CNCV, par exemple, qui commencent à attirer notre attention sur le fait qu'il n'y a jamais quelqu'un et une seule personne qui décide, qu'une décision, c'est toujours un résultat. Et puis c'est un résultat qui lui-même est provisoire. Parce que voilà, la décision est passée, c'est terminé. Non. Donc d'une part, c'est très complexe, et d'autre part, ça n'est que provisoire. Donc ça nous oblige à nous resituer dans une perspective qui est profondément démocratique. Savoir, nous pouvons être plusieurs à jouer sur la décision. Alors parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Parfois on est marginal quand on dit quelque chose, et c'est des décisions complètement inverses qui sont prises. Et on peut le regretter, voilà, et puis on peut être dégoûté, on peut être déprimé, puis on peut se dire, c'est pas cette fois-ci, ce sera la prochaine fois. Et puis on peut continuer à se battre, à militer, voilà. Et c'est ça aussi l'idée de la démocratie, c'est que y a des fois on perd, et puis si on croit dans la justesse de ces arguments, on continue, on prend son bateau, et puis on lève pour la fin, on gagne. Et on ne peut le faire que parce qu'il n'y a pas un grand chef ou une grande personne, ou une seule personne qui décide, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et cette personne a d'autant plus intérêt à intégrer ce qu'on lui dit, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui en effet, que son destin électoral dépend finalement de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui, oui, voilà, mais demain ils perdront les élections, et puis c'est tout. Ils perdront les élections, et puis il y aura d'autres équipes, avec lesquelles il faudra reprendre le même type de problème et le même type de débat. On n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, le mot de la fin. Merci à l'espace Titi Floris. Je vais passer le micro à Philippe Jaudet. Juste une dernière précision. Paul a écrit un livre sur son expérience nantaise qui s'appelle Mon voyage dans les institutions nantaises et ses 25 ans dans les quartiers, à la ville, puis à la métropole, 89-2014. Il est en vente là, au prix de 10 € et non pas 12 €. Il a baissé le prix. Pour vous dire, et pour vous dire aussi que la revue Place Publique, il y a divers numéros dans lesquels on parle du dialogue citoyen, etc., qui sont là, dont le dernier numéro dans lequel, alors on n'en a pas parlé ce soir, mais il y a un intéressant jeu de miroir entre un texte écrit par l'ancien directeur de la communication de la ville de Nantes, qui s'appelle Guy Laurent, qui était un ancien de la CFDT, un ancien conseiller d'Edmond Maire, si je me souviens bien, qui analyse, questionne, conteste les divers dispositifs de démocratie participative en partant de l'expérience nantaise. Et en face, il y a un entretien avec Bassem Assé, qui est l'adjoint de Johanna Roland à la ville en charge du dialogue citoyen et qui est quelqu'un qui répond plutôt puis qui aime bien le débat. Donc il y a des choses à lire pour poursuivre la réflexion. Et puis il y a des numéros plus anciens dans lesquels, entre autres celui dans lequel vous trouverez le texte de Goulven. Il y a un dossier sur les associations. Et il y a dans ce numéro 68 un dossier sur les associations avec un entretien en particulier avec un jeune chercheur qui s'appelle Timothée Duverger qui retrace un peu l'histoire récente depuis, on va dire, le début des années 60 des associations et qui est très intéressant et avec en plus le récit de bénévoles de gestion d'un universitaire qui aujourd'hui est à la tête d'une association d'insertion qui raconte ça et c'est un très beau récit sur l'engagement associatif. Je vais passer la parole à un autre engagé dans une association et merci en tout cas de votre écoute. Oui, moi aussi je voulais remercier Place Publique pour la qualité du débat de ce soir. On est aussi très heureux de ce partenariat, c'est la deuxième édition ce soir, il y en aura une autre l'année prochaine, on l'espère évidemment. Le thème n'est pas encore arrêté, mais bon, vous le saurez le moment venu. Merci également à Titi Floris de nous avoir accueillis pour cette grande première en dehors de nos murs de la chapelle. Je vous signale simplement donc le mois prochain, c'est-à-dire le 10 août décembre, au restaurant L'Atelier. Je ne sais pas si vous connaissez pour les non-chapelains, ça se trouve en bas du centre commercial de Géant. Il y a un gros rond-point et là il y a un restaurant.
qui s'appelle l'Atelier, qui nous accueille également régulièrement pour nos cafés citoyens. Donc on commence un cycle d'université populaire autour de la pauvreté. Et la pauvreté, ce qu'elle nous dit de notre société. Et donc le premier thème sera consacré un peu à la situation de la pauvreté dans l'agglomération nantaise, avec Hervé Guéry, directeur du Compas. Mais il y aura au total trois séances. La seconde aura lieu le 16 février, une solidarité en miettes, avec Jean-Pierre Lecrom et Jean-Noël Retière, qui sont des enseignants-chercheurs de ces questions. Et puis il y en aura une autre également, une troisième, le 21 février, qui s'intitule de manière peut-être un peu provocante, Pognon de dingue, vivre ou survivre avec les minima sociaux. Voilà, toujours à l'atelier, à la Chapelle-sur-Erdre. Nous avons un site, donc pour les non-chapelains, n'hésitez pas à aller le consulter. Tout ça est sur le site. Bon, nous sommes heureux de vous inviter à prendre un pot. Alors, il y aura un petit vase rose là sur la table. Si vous voulez mettre une petite obole pour soutenir l'association, ce sera avec plaisir. Voilà, merci à vous.